Bonjour à toutes et tous. Juste un mot avant cette émission pour une précision, qui est qu'elle a été enregistrée il y a quelques semaines maintenant, courant décembre. C'est-à-dire donc avant les annonces politiques de la mise en construction du navire par le président de la République le 21 décembre. Voilà, c'était un peu la condition de cet épisode, de le diffuser après cette séquence. Et donc aussi avant les divers débats et polémiques qui ont entouré ces annonces sur la nécessité ou l'utilité d'un nouveau porte-avions. Des discussions, disons, auxquelles on fait donc pas directement référence, puisqu'on a enregistré avant, mais dont je pense que cet épisode devrait aider au moins à les informer utilement. Évidemment pas à les conclure définitivement, mais au moins à donner le point de vue et la réflexion de ceux qui mènent le projet sur divers points qui ont été soulevés depuis, et dont je crois que je mentionnais les principaux dans l'épisode. Et par ailleurs, l'épisode a aussi donc évidemment été enregistré avant le raid américain sur le Venezuela de début janvier, qui aurait sans doute pu donner lieu dans la discussion à un certain nombre de remarques et de réflexions sur l'utilité notamment d'un groupe aéronaval pour porter de la puissance militaire loin de ses côtes. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du futur porte-avions français, le porte-avions de nouvelle génération qui succédera au Charles de Gaulle dans une quinzaine d'années, et du fait aéronaval d'une manière plus générale. J'ai le plaisir de recevoir le capitaine de vaisseau Thibault Laverne, officier de programme du PANG, donc du porte-avions de nouvelle génération, c'est-à-dire que vous suivez et vous dirigez le programme à l'état-major de la marine. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors à nouveau, puisque je peux rappeler que vous étiez déjà venu il y a quelques années maintenant pour parler de tactique navale à l'occasion de la sortie de votre somme Vaincre en mer au XXIe siècle, écrite avec François-Olivier Cormand, dont je peux constater désormais à intervalles très réguliers en parlant avec des marins qu'elle est régulièrement désignée comme le Lavernet-Cormand, c'est-à-dire tel le Lagarde-Michard, un peu dans les armées et au-delà, ce qui est un signe certain de son succès et de sa postérité, et j'en recommande toujours aussi chaudement la lecture, tout comme l'écoute de l'épisode qu'on avait fait à cette occasion, et qui était une bonne entrée, je crois, dans le projet de cet ouvrage magistral. Donc aujourd'hui, c'est pour parler de ce qui est encore davantage votre cœur de métier, puisque vous êtes spécialisé dans l'aéronaval, sur laquelle vous avez déjà écrit un livre, le groupe aéronaval depuis la fin de la guerre froide en 2022, et vous avez aussi et surtout été le commandant en second du Charles de Gaulle jusqu'à l'an dernier. Et vous êtes donc désormais en charge de la réalisation de son successeur, donc j'aurais bien aimé l'appeler par son nom, mais ça n'est pas encore possible, à moins que vous soyez là pour nous faire une révélation fracassante. Mais donc, j'aurais quand même aimé commencer par vous demander de nous le présenter, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va être, ce porte-avions de nouvelle génération, et surtout, à quoi est-ce qu'il va ressembler ? Alors je vais commencer par une précision sémantique. Alexandre, on ne pas dire PANG. C'est parfois un défaut. On aime dire PANG, on aime bien les acronymes qui sonnent, qui claquent. Disons plutôt PNG pour la suite de la discussion. Alors, si vous voulez me donner le nom, je serais ravi de l'utiliser. Mais... Eh bien, même si je le voulais, je ne pourrais pas parce que je ne l'ai tout simplement pas. Et que c'est une décision éminemment politique qui dépasse largement mon indice de solde, comme on dit dans les armées. Alors, présenter le PANG, du coup, la tentation immédiate, c'est de le présenter par rapport au Charles de Gaulle. Ce que je ne vais pas faire là, je le ferai un peu après dans la discussion. Là, je vais donner quelques grands métriques, comme on dit, généraux. C'est un porte-avions de supériorité, déjà. C'est-à-dire un porte-avions équipé de catapultes et de brins d'arrêt. On pourra parler des différentes typologies plus tard, mais ça le caractérise fondamentalement, comme le Charles de Gaulle du coup. C'est aussi un porte-avions à propulsion nucléaire. Voilà. Et quand vous avez dit catapulte, brins d'arrêt, propulsion nucléaire, vous êtes dans un club où aujourd'hui il y a deux nations, la France et les États-Unis, peut-être une troisième bientôt avec la Chine, qui pointe le bout de son nez dans le côté propulsion nucléaire. Ça, c'est les grandes caractéristiques. La Chine, on reparlera peut-être de la Chine tout à l'heure. Je peux préciser que donc là, ils viennent de commissionner leur troisième porte-avions. Donc, ils en avaient un premier qu'ils avaient racheté, une coque qu'ils avaient rachetée aux Ukrainiens. Enfin, c'est une coque anciennement soviétique avec un ski jump. On reviendra sur tout ça. Mais bon, bref, un design pas catapulte brin d'arrêt. Ils en ont fait un deuxième eux-mêmes. Et là, ils en ont fait un troisième avec catapulte brin d'arrêt, catapulte électromagnétique, mais il n'est pas encore à propulsion nucléaire, et on glose beaucoup, on se demande pour savoir s'il ne serait pas déjà en train de préparer le quatrième, qui serait globalement designé comme le troisième, mais cette fois avec une propulsion nucléaire.
Exactement. Il y a pas mal d'articles avec quelques vues satellitaires des chantiers navals chinois qui suggéreraient que ça prend forme et qu'a priori la propulsion nucléaire est en bonne voie. Donc aujourd'hui, deux nations, la France et les États-Unis, et donc le PNG est de ce type-là. Donc c'est ce qu'on appelle le type CATOBAR, Catapulted Takeoff But Arrested Recovery en anglais. Maintenant, quelques grands métriques, donc 310 mètres de long, 40 mètres de large, à peu près 11 mètres de tirant d'eau, 65 mètres de tirant d'air, ça c'est pour les grandes dimensions. Un pont d'envol de 17 000 m², une vitesse de 27 nœuds, et puis donc un volume de groupe aérien embarqué sur lequel je vais revenir de l'ordre à peu près de 30 chasseurs ou drones de combat, plus deux ou trois Hawkeye qu'on peut embarquer et 5 ou 6 hélicoptères. Les Hawkeye, c'est les avions donc, de détection aérienne qui sont catapultés depuis le porte-avions, qui permettent de faire un état de la menace dans le ciel, enfin un état de l'espace aérien autour du groupe aéronaval. Exactement, et ces aéronefs-là, on peut les embarquer précisément sur des porte-avions équipés de catapultes de bras d'arrêt, ça ne marcherait pas sur d'autres types de porte-aéronefs. Donc ça c'est les grandes données, je pourrais le comparer après avec le Charles de Gaulle, on y reviendra. Maintenant, trois axes que je prends généralement pour parler du PNG, c'est trois choses en fait. D'abord c'est une base aérienne. Donc une base aérienne flottante. Vous allez retrouver sur le PNG tout ce qui fait une base aérienne de manière concentrée. Donc à la fois sa capacité à contrôler des avions, donc une tour de contrôle, toute une capacité à planifier l'activité aérienne et à la conduire, également toute une capacité à générer de la disponibilité aérienne, donc ça veut dire des ateliers, des équipements, tous les hommes qui vont avec, un dépôt de carburant de plusieurs milliers de litres de carburéacteurs, de plusieurs milliers de mètres cubes d'ailleurs, et puis un dépôt de munitions qui va avec, donc toute l'activité aérienne. Ça, on peut préciser, c'est le grand avantage des porte-avions à propulsion nucléaire, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas besoin de carburant, ils en ont quand même besoin, ils ont quand même besoin d'être ravitaillés, mais ils ont besoin de carburant que pour les avions. Donc évidemment, ça permet d'en stocker beaucoup plus et d'avoir beaucoup plus d'autonomie par rapport à d'autres porte-aéronefs ou porte-avions qui sont à propulsion conventionnelle, où il faut qu'ils stockent leur carburant plus celui des avions. Exactement, donc là vous donnez de l'espace à la mission qui est de mettre de l'aviation. Donc une base aérienne, flottante, mobile. On pourra y revenir également sur les avantages de la mobilité. Deuxième chose, c'est un bâtiment de combat. Donc c'est une coque grise avec un équipage d'environ 1200 personnes. Mais quand on part en mission, dans l'équipage on va rajouter également le groupe aérien embarqué et l'état-major embarqué. On pourra y revenir aussi, il va à peu près retenir 2000 personnes en gros à bord quand on part en mission. Donc bâtiment de combat, capable de donner des coups, capable de prendre des coups, avec toute une survivabilité, pour reprendre un peu un anglicisme assez développé, et qui sera vraiment la pointe de ce qu'on peut faire au XXIe siècle. Et puis troisième axe, il ne faut jamais l'oublier, c'est aussi une plateforme de commandement. C'est-à-dire que le porte-avions évolue au sein du groupe aéronaval, qui est composé donc certes du porte-avions et de ce groupe aérien embarqué, mais également de tous ces escorteurs qui gravitent autour de lui et qui permettent de former une force au sein de laquelle les actions ne s'additionnent pas mais se multiplient. Et donc pour commander cette force, il faut un état-major, et cet état-major prend assez naturellement sa place sur le porte-avions. Or, les états-majors, historiquement, depuis plusieurs décennies, ont tendance à grossir. C'est normal, en raison de la complexité des opérations qu'on mène. Et sur le PNG, on sera capable d'accueillir un état-major de l'ordre de 100 personnes à peu près, voire plus, pour commander le groupe aéronaval, ou même pour commander quasiment une composante de force maritime, enfin une composante maritime de force du coup interarmée. Donc voilà, ça c'est les trois grands axes qui font le PNG aujourd'hui. Ce qui est un peu marquant en termes d'architecture navale, pour continuer à présenter la bête, îlot sur l'arrière. Donc l'îlot, c'est cette espèce de château qu'on retrouve sur le porte-avions, historiquement à tribord, pour plein de raisons parfois un peu mystérieuses. Je crois que la vraie raison, c'est que au début, les premiers avions, quand on les mettait en œuvre sur les premiers porte-avions ou ce qui les préfigurait, préféraient venir par la gauche. Et donc en fait, on a mis les îlots à droite à cause de ça. Je ferme la parenthèse. Donc îlot sur l'arrière. Parce que s'il était sur bâbord, ça bloquerait un peu la vue au moment de prendre le dernier virage. Exactement. Mais après du coup, c'est resté. Donc îlot sur l'arrière, pour le coup. Sur le Charles de Gaulle, il est plutôt sur l'avant. L'avantage du îlot sur l'arrière, c'est que ça va nous permettre notamment d'avoir une meilleure vision sur toute l'activité aérienne qui se passe devant. Donc ça, pour un chef de car ou un officier de car aviation qui est dans l'îlot, c'est plus simple. Et puis surtout, ça vous permet en fait d'avoir beaucoup plus de liberté de manœuvre pour bouger et ranger vos avions, notamment une fois qu'ils ont apponté, et les mettre dans des parkings beaucoup plus souples. Deuxième caractéristique d'architecture navale de ce bateau, c'est la capacité à catapulter
et à ponter en même temps. Donc là, ça c'est une grande différence par rapport au Charles de Gaulle, qui est un peu contraint, qui a été contraint d'ailleurs historiquement par la dimension du bassin dans lequel il a été construit. Bassin de Brest, on pourra revenir sur l'historique au fil de la discussion. Mais du coup, cette contrainte-là, le porte-avions de nouvelle génération ne l'aura pas. Il sera construit à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique, dans un grand bassin, qui permettra du coup d'avoir une piste oblique, donc celle qui sert à ramasser les avions, sur laquelle les avions à ponte, qui est suffisamment excentrée par rapport aux catapultes à l'avant pour être capable de catapulter les avions à l'avant en même temps qu'on les ramasse. Et ça, en termes de mise en œuvre, c'est vraiment un changement très important qui va permettre de rentabiliser encore plus l'activité aérienne. Autre élément intéressant d'architecture navale, on peut parler du fait que ce sera un porte-avions donc tout électrique. J'ai parlé de sa propulsion qui est nucléaire, qui le caractérise. Maintenant, nucléaire, pourquoi faire? Donc la vapeur, ça sert à produire de l'électricité. Et par rapport au Charles de Gaulle, ce porte-avions sera tout électrique. C'est-à-dire que là, on a un Charles de Gaulle où la vapeur sert pour produire l'électricité d'une part pour le bateau, mais surtout pour pouvoir propulser ensuite le bateau avec des gros groupes turboréducteurs, et également pour alimenter les catapultes à vapeur. Par ailleurs, sur le porte-avions de la génération, ce sera assez différent. La vapeur servira uniquement à produire l'électricité, qui ensuite alimentera le bateau, alimentera ses moteurs électriques de propulsion, et alimentera également ses catapultes électromagnétiques dont on reparlera. Ça, on peut dire, c'est particulièrement intéressant parce que pour les catapultes actuelles, les catapultes à vapeur, c'est une technologie qui vient déjà des États-Unis, donc ça change pas grand-chose. Par contre, c'est un truc où, je le dis de temps en temps à ce micro, il y a quand même très très peu de spécialistes. Et c'est assez confortable de changer de génération et de changer de mode parce que on commence à tirer quand même beaucoup sur un système que plus beaucoup de gens maîtrisent, celui des catapultes à vapeur, quoi. Pas forcément. On a quand même réussi à créer donc un pool d'expertise assez important, et puis on s'adosse aussi à tout le savoir américain où il y a encore quand même un bon paquet de porte-avions qui ont des catapultes à vapeur. Maintenant, c'est clair que le fait de passer à des catapultes électromagnétiques induit un changement de savoir-faire en termes de métier qui est assez important, avec, en caricaturant, un Barry Sand qui est plutôt côté mécanicien aujourd'hui, qui demain va basculer plutôt du côté des électrotechniciens, électromécaniciens. Voilà, donc ça c'est un changement culturel aussi qu'on pourra aborder quand on parlera un peu des changements RH que draine le PNG. Et puis, dernier point d'architecture, et qui est fondamental, c'est l'architecture numérique de ce bateau. Donc ça se voit pas. Quand on voit le bateau, on se dit ok, c'est un porte-avions plus grand, plus puissant. Je vous donnerai quelques caractéristiques après. Maintenant, quand vous rentrez à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait, c'est plus la même chose. C'est que c'est un bateau qui va être nativement construit en étant centré sur la donnée. Donc ça, j'aimerais insister là-dessus, si vous le permettez, parce qu'en fait, ça détermine tout ensuite derrière. Je vais prendre une image. En fait, on ne va pas faire une Renault, on va faire une Tesla. C'est-à-dire que vous commencez par vous dire quelle est la place de la donnée, comment elle va être utile à la mise en œuvre du bateau, et ensuite vous vous dites ah oui, effectivement, by the way, c'est un porte-avions. Bon, je caricature volontairement, évidemment qu'on ne raisonne pas totalement comme ça, mais c'est bien comme ça qu'on va penser l'architecture numérique du bateau. Et donc ce bateau va être pensé à la fois pour son système de direction de combat, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais également pour tout, c'est-à-dire pour la conduite de la plateforme, la conduite nautique, la maintenance, la mise en œuvre de l'aviation, en se disant quelles données circulent, quelles données j'ai besoin de capter, quelles données j'ai besoin de croiser, quelles données j'ai besoin de valoriser, et comment ces données, en fait, je fais en sorte qu'elles ne s'évaporent pas, mais qu'elles puissent me servir ensuite à résoudre plein de problèmes, parfois même des problèmes que je ne connais pas maintenant, demain. Voilà. Et donc ça, si vous ne le faites pas au départ, en pensant le bateau, en fait, c'est très très dur à rattraper derrière. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la flotte française. On met des béquilles à droite à gauche, de manière souvent très ingénieuse, en se disant je vais essayer de rattraper la donnée que je n'avais pas pensé au départ pour pouvoir en tirer un avantage opérationnel. Ça, sur le porte-avions de génération, en fait, on le fait nativement. Voilà. Et ça, c'est une caractéristique très forte. Mais c'est quoi la donnée, là, en l'occurrence? Tout. C'est-à-dire que la donnée, vous allez avoir à la fois des données qui concernent le fonctionnement de vos installations. Donc ça va du système de contrôle de gîte en passant par les catapultes jusqu'au système d'aileron de stabilisation ou en passant par tous les systèmes qui vont servir à l'autodéfense du bateau. Voilà. Et donc vous avez des données qui sont à la fois des données liées au fonctionnement
de ces systèmes. Donc j'en ai besoin parce que j'ai besoin de les contrôler, et j'ai besoin de savoir comment ils fonctionnent. Et puis vous avez des données qui sont en fait des données d'environnement que vont percevoir les différents systèmes. Et aujourd'hui, vous avez en fait, on change de paradigme. Si je fais une petite digression un peu sur ces affaires de données parce que c'est fondamental. On est passé d'un monde où globalement, on avait des modèles qui précédaient la donnée. Donc quel modèle je veux, quelle organisation j'ai, donc je fais une construction intellectuelle, et en se disant pour que ça fonctionne, de quelles données j'ai besoin. On fait une liste et on s'arrête là. Et puis 10 ans, 20 ans, 40 ans plus tard, quand vous C'est-à-dire vous dites, j'ai besoin de retour sur comment vont mes avions, quelle est l'assiette du bateau, etc. J'ai besoin de telle donnée de température, telle donnée de pression, je vais avoir besoin de pouvoir compter tel type d'événement, je vais avoir besoin de prendre les plots de telle piste jusqu'à telle vitesse, et au-delà de telle vitesse, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, enfin, ce genre de choses. Et puis, en plus, mon modèle fait que, de toute façon, je serai limité, donc je vais faire des choix, et je vais mettre des données, entre guillemets, à la poubelle. Sauf que quand vous faites ça au départ, et que vous voulez ensuite récupérer ces données en vous disant, mais finalement, ces données-là, que j'ai pas pensé au départ dans mon modèle, elles sont utiles. Et bien, en fait, on change de paradigme, on passe à un paradigme où c'est la donnée qui précède le modèle. Donc c'est-à-dire que vous prenez toutes vos données, alors évidemment il y a des limites, c'est-à-dire que vous faudrez quand même faire des choix, vous ne pouvez pas non plus stocker toutes les données de la Terre. Mais vous allez stocker par principe la donnée dans un format ouvert qui va pouvoir être ensuite exploitable, et de là vous en tirerez en fait des modèles. Et ce qu'on voit aujourd'hui, quand le groupe aéronaval du Charles de Gaulle part en mission Clémenceau 25, avec, comme je l'ai dit, des espèces de béquilles numériques pour aller récupérer de la donnée, et ensuite la valoriser, on traite un nombre de problèmes assez impressionnant juste par le fait d'avoir accès à la donnée. Voilà. Et donc c'est ça qu'on veut pouvoir faire nativement sur le porte-avions de nouvelle génération. Je vais vous donner un exemple très bête que j'imagine. Quand vous serez capable de croiser les données de vos catapultes, par exemple, de fonctionnement des catapultes, tout ce qu'elles voient, tout ce qu'elles perçoivent, avec des données liées à la plateforme ou au système de combat, et ben vous allez pouvoir croiser ces données-là et vous dire, ok, je fais des corrélations, parce que c'est ça la force des données, c'est que vous pouvez faire des corrélations entre des dysfonctionnements que j'ai observés sur les catapultes, par exemple, et puis des taux d'occurrence d'autres pannes ou d'autres événements vus de la passerelle ou vus de la plateforme, et en fait, j'en tire potentiellement des conclusions sur des liens entre les systèmes. Et ça permet, dans l'exemple que j'ai cité, de résoudre des problèmes qu'on aurait eu beaucoup de mal à résoudre si on n'était pas capable de croiser ces données. Voilà. Ça ouvre un autre sac de données méthodologiques, corrélation n'étant pas causalité, il faudra y penser aussi, c'est-à-dire de comment ne pas laisser la machine faire des corrélations toute seule, parce que ça peut aussi poser plein d'autres problèmes. C'est le problème du big data, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut corréler tout n'importe quoi. Vous pourrez corréler le cours de la bourse avec le prix du saucisson en France, oui, effectivement, on peut faire des erreurs de modèle. N'empêche que pour aller quand même construire des choses, il vous faut les données. Donc, et encore, là, je n'ai même pas prononcé le mot intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'IA se nourrira de tout ça, mais aujourd'hui, croiser les données même sans IA, ça vous permet d'avoir des réponses ou de modéliser des choses que vous n'auriez pas pu faire sans ces données-là. Voilà. Donc j'étais un peu long, Alexandre, sur ces affaires de données, mais en fait, ça conditionne totalement la manière dont ce bateau est pensé. Et j'en parlerai un petit peu après, les gains induits sur le système de direction de combat en termes de supériorité dans le combat naval. On va en reparler, mais alors, vous aviez dit que vous n'alliez pas le faire, mais vous avez déjà commencé un peu à le comparer au Charles de Gaulle, évidemment. Et il faut quand même parler de truc central qui se voit déjà sur les plans, c'est évidemment il y a une différence de taille. Il y a une différence de taille énorme, puisque le Charles de Gaulle est un porte-avions plutôt petit. Ça fait quand même sa taille, mais il est quand même relativement petit. Il fait 261 mètres de long, sauf erreur de ma part, vous connaissez les dimensions mieux que moi. Et le nouveau va avoir des dimensions proches de ce qu'on trouve aux États-Unis avec le USS Gerald Ford, qui est à bien des égards le bon porte-avions auquel le comparer, qui est de 330 mètres à peu près. Et on peut dire, c'est intéressant, c'est l'abandon d'une spécificité française, quoi. C'est-à-dire le Charles de Gaulle, il était connu pour être très petit, très ramassé et quand même très efficace, parce qu'il y avait des choix qui avaient été faits, etc. Donc là, le choix qui a été fait, c'est au contraire d'abandonner cette dimension réduite pour faire quelque chose de la taille des gros porte-avions américains et chinois. Chinois, j'ai pas les dimensions en tête, j'imagine que ça va être globalement semblable aux porte-avions américains. Donc voilà, pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on gagne évidemment, mais aussi peut-être commencer par là, qu'est-ce qu'on perd en perdant
cette dimension un peu modeste et un peu ramassée? Je ne vais pas commencer par vous dire pourquoi on n'a pas fait comme le Charles de Gaulle, je vais commencer par le besoin, puisque ce qu'on dit souvent, c'est qu'au commencement était le besoin, et en l'occurrence, sur un programme capacitaire comme celui du porte-avions nouvelle génération, on commence par le besoin. Le besoin, c'est bien de pouvoir projeter de la puissance aérienne depuis la mer, pour différents panels de missions sur lesquels je reviendrai plus tard, des aéronefs d'une grande diversité, qui vont du petit drone jusqu'au bombardier beaucoup plus lourd. Et tout ça avec un certain nombre d'avions qu'on doit pouvoir embarquer à bord, et le mettre en œuvre dans un environnement qui sera beaucoup plus contesté que celui qu'on a aujourd'hui, et que celui qu'on avait encore à l'époque de la construction ou en tout cas de la conception du Charles de Gaulle. Une fois qu'on a posé ce besoin, on a beaucoup regardé la manière d'y répondre. D'ailleurs, au passage, je peux signaler qu'on a été très ouvert dans la manière de réfléchir. Les réflexions, elles ont commencé en 2018-2019. Et avant de dire on va faire un porte-avions à catapulte et brin d'arrêt, on s'est dit comment projeter de la puissance aérienne depuis la mer. Et on a étudié quand je dis on, c'est le ministère des Armées, a étudié une très très grande variété d'options, parfois assez éclectiques. Et puis à la fin, on en est arrivé à dire qu'il nous fallait tout de même un porte-avions de supériorité tel que je l'ai décrit pour répondre à ce besoin-là. Maintenant, les grandes dimensions. Et là, je reviens à votre question sur le Charles de Gaulle. Ce qui dimensionne à l'ordre 1 la taille d'un porte-avions, c'est d'abord la taille de sa piste oblique. La taille de la piste oblique, c'est celle par laquelle on rattrape les avions. Oui, par laquelle les avions appontent. Et en début de piste oblique, vous allez retrouver des brins d'arrêt, donc ces fameux brins qui sont dans lesquels la crosse de l'avion vient se prendre et qui va freiner l'avion et donc absorber une énergie phénoménale d'un avion qui va apponter à peu près à 120, entre 120 et 140 nœuds sur le bateau. Et donc cette longueur, elle va dépendre donc de la longueur maximale de vos brins. Voilà. Donc là, on est sur une longueur d'à peu près un peu plus quasiment 200 mètres. À cette longueur-là, vous allez rajouter des marges, qui vont être des marges un peu avant, donc pour ce qu'on appelle la garde à l'arrondi, et puis ensuite à la fin, pour pouvoir sortir un avion du brin, notamment le Hawkeye qui est le plus gros, et lui permettre de manœuvrer sans tomber au bout de la piste oblique. Donc là, vous avez déjà une longueur d'à peu près 220 mètres, quand vous prenez ça. Ensuite, vous allez vous dire, du coup, mon bateau, cette piste oblique rentre dedans, je vais rajouter de la longueur, environ 20% de plus, pour pouvoir avoir l'avant du pont et éviter ce qu'on appelle l'effet de mouille, c'est-à-dire éviter de se prendre des paquets de mer sur l'avant du bateau. Et là déjà, vous êtes dans la gamme, quand vous faites ça, plus de 290 mètres. Le deuxième facteur qui va vous caler votre bateau, ça va être le type de propulsion. En l'occurrence, la propulsion nucléaire, elle a été choisie pour le PNG par le président de la République, donc à la fin de l'année 2020, dans une optique notamment de pérennisation des compétences de propulsion nucléaire en France. Ça aussi, je pourrais y revenir, mais je ne vais pas le détailler maintenant. Or, la propulsion nucléaire, elle vous impose des dimensions, notamment en termes de largeur, qui sont assez impactantes, parce qu'un bateau nucléaire, ça a les hanches larges. Voilà, une chaufferie nucléaire, pour faire simple, ça demande de la place. Ça demande de la place notamment pour les affaires de sûreté, au-delà de la simple physique liée à l'uranium et à la vapeur. Et donc, ça vous impose une largeur. Donc là, vous avez déjà deux paramètres dont j'ai parlé, longueur-largeur. Ensuite, il faut que votre bateau il avance à 27 nœuds. 27 nœuds, pourquoi ? Parce que c'est la vitesse que vous devez pouvoir générer vous-même pour créer du vent sur le pont, pour ramasser un avion dans des configurations un peu dégradées. Donc le pire des cas qu'on peut imaginer sur un porte-avions, c'est un avion qui revient en monomoteur, donc il a perdu un de ses moteurs, donc soit un moteur à hélice pour le Hawkeye, soit un réacteur pour un chasseur, et qui doit se poser en plus avec une avarie type volet bloqué, et là vous allez devoir générer du vent sur le pont pour lui permettre d'avoir une vitesse d'entrée dans les brins qui soit pas trop importante. Et donc ce vent sur le pont, le jour où il n'y a pas de vent, il va falloir le générer vous-même. Donc là c'est 27 nœuds. Donc j'ai dit longueur, largeur, 27 nœuds. Donc il faut aller le générer soi-même, donc en allant, en prenant la même direction. S'il n'y a pas de vent, vous prenez n'importe quelle direction, et c'est le vent relatif que vous allez créer. Exactement. Et vous devez être capable de créer 27 nœuds de vent relatif pour que l'avion, quand il va poser, voit en relatif 27 nœuds de vent sur le pont. Donc là j'ai dit longueur, largeur. Parce que pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers de ça, s'il n'y a pas de vent et que vous avancez à 27 nœuds, c'est comme si vous n'avanciez pas et que vous aviez 27 nœuds de vent dans le nez. Exactement. Longueur, largeur, vitesse. Donc là déjà vous avez une équation qui va vous permettre de ce qu'on appelle faire le bouclage du bateau. Vous voyez, ok, voilà les grandes dimensions. Or,
en architecture navale, si vous êtes trop large et pas assez long, il va vous falloir plus de puissance pour avancer, et donc vous allez devoir effiler votre bateau pour faire 27 nœuds. Donc l'exercice qui a été fait au début de l'avant-projet sur le bateau, ça a bien été de trouver le bon rapport longueur-largeur pour que la puissance derrière des chaufferies puisse permettre d'atteindre 27 nœuds. Et là, ce bouclage-là fait qu'on a repris encore un peu de longueur. Donc c'est comme ça qu'on arrive à nos fameux 310 mètres dont j'ai parlé, à comparer aux 330 mètres des porte-avions américains et aux 261 mètres du Charles de Gaulle. Quand vous avez ça, après vous avez la taille du pont d'envol. Là, pour le coup, ce qui va déterminer ça va être le nombre d'aéronefs. Quand on dit qu'on veut pouvoir mettre en œuvre une trentaine d'aéronefs, donc de type chasseur, plus des Hawkeyes sur le bateau, très vite vous arrivez à un pont d'envol qui fait à peu près 17 000 m2, à comparer aux 12 000 m2 du Charles de Gaulle, et aux 8 000 m2 des Foch et Clemenceau, donc qui étaient les aïeux du Charles de Gaulle. Donc là, vous avez la taille du pont d'envol. Et là, ça y est, vous avez déjà les grandes dimensions. Le Charles de Gaulle, et j'en viens du coup à votre question, à l'époque, il y avait déjà d'une part des contraintes de sûreté sur les chaufferies nucléaires qui faisaient qu'elles prenaient moins de place. Pour faire simple, on réimportait les chaufferies K-15 qui venaient du programme de porte-avions, du programme de sous-marins nucléaires à sort d'engin de deuxième génération. Par ailleurs, on avait des installations aviation, donc les brins d'arrêt notamment et les catapultes, qui étaient moins dimensionnantes que celles qu'on a aujourd'hui sur le PNG. Vous rajoutez à ça un facteur politique de l'époque, qui était de dire qu'il fallait construire ce bateau à Brest. Alors, donc il y avait tout un débat qui est assez documenté sur le sujet, qui fait qu'on n'a pas pu le construire à Saint-Nazaire, donc on l'a construit à Brest. Or à Brest, le bassin où il était construit, le bassin numéro 10 de mémoire, n'était pas aussi large qu'on voulait. Donc le Charles de Gaulle, en fait, il a eu une contrainte dimensionnelle liée à ça. Une fois qu'on a fait ça, le Charles de Gaulle, du coup, les ingénieurs français ont déployé des prouesses d'ingéniosité, qui sont très bien racontées dans l'ouvrage historique sur le Charles de Gaulle, pour se dire comment je vais concevoir un bateau avec deux chaufferies K-15 faites pour des CNLE, dans un bassin finalement pas assez grand, et tout ça pour mettre quand même un groupe aérien assez conséquent. On a fait un petit porte-avions très compact, et on a développé notamment un système de stabilisation qu'on appelle SATRAP, donc système de tranquillisation de la plateforme, qui est remarquable, qui est un bijou de technologie, et qui fait qu'on a un petit porte-avions entre guillemets à propulsion nucléaire qui fait à peu près 42 500 tonnes, donc moins de la moitié d'un porte-avions américain et un peu moins et quasiment la moitié de ce que fera le PNG, qui est capable en fait de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et notamment, quelque chose qui est assez impressionnant, c'est son contrôle de son attitude, donc de sa gîte et de son roulis, qui grâce au système dont j'ai parlé, fait que même dans des mers assez formées, ou même quand on vire un peu franchement, le porte-avions Charles de Gaulle, il est à plat. Voilà. Donc ça, c'était la prouesse Charles de Gaulle, prouesse qu'on ne renouvelle pas là, parce que, je reviens aux besoins dont j'ai parlé, on a besoin en fait d'un porte-avions plus gros. Donc en fait, c'est pas un abandon du format Charles de Gaulle, le format Charles de Gaulle est en plus une conséquence d'un faisceau de contraintes dans lequel on s'est retrouvé pris, mais plutôt une réponse naturelle et optimisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait non plus de surqualité avec le PNG, et optimisée à un besoin militaire que j'ai décrit juste avant. Voilà. Et est-ce qu'il y a des capacités qu'avait particulièrement le Charles de Gaulle en raison de ce format ramassé, qui sont perdues en passant à l'échelle, en passant à une autre dimension ? Non. Et d'ailleurs, ça me permet d'expliquer que, en fait, on sera plus qu'un simple successeur du porte-avions Charles de Gaulle aurait été. On est sur un porte-avions qui sera très très différent. Ce qui fait que toute la magie, entre guillemets, toutes les capacités qui sont toujours éblouissantes du Charles de Gaulle quand on vient à bord, on les retrouvera, et elles seront démultipliées, non pas par le fait que le porte-avions est juste plus gros, plus puissant, mais par le fait que, c'est ce que j'expliquais avant, notamment, il est centré sur la donnée, et il mettra en œuvre un certain nombre d'innovations, en tout cas d'évolutions technologiques très différentes. Mais du coup, un point quand même, sur ce que j'ai dit juste avant, la stabilisation du navire. Par exemple, donc je vous ai dit que le Charles de Gaulle, c'était un bijou en termes de capacité à se stabiliser. Ça a été la réaction sous contrainte. Quand vous avez les contraintes, vous trouvez des réponses. Sur le PNG, on ne mettra pas ça en œuvre, mais ces dimensions naturelles font qu'il sera quand même capable d'opérer
dans des environnements beaucoup plus sévères que le Charles de Gaulle. C'est-à-dire qu'en gros, on gagne un état de mer. Un état de mer, donc, pour nos auditeurs, c'est... Les marins comptent la mer sur des échelles, donc mer 0, mer d'huile, mer 5-6, ça commence à se gâter, et puis quand on est au-dessus, on est sur des mers démontées. Voilà. Par rapport au Charles de Gaulle, 2 jours et 2 nuits, on va gagner un état de mer avec le PNG. Maintenant, c'est vrai que On était à combien ? Alors, on était... je vais vous donner des chiffres très généraux parce que il y a quelques petites choses qu'on garde pour nous. Mais globalement, on était capable, jusqu'à une mer à peu près 5, de mettre en œuvre sur le Charles de Gaulle. C'est-à-dire de lancer et de ramasser. C'est-à-dire de lancer et de ramasser, notamment de nuit, qui est l'exercice le plus compliqué. Là, on va chercher une mer plutôt de la classe 6. Voilà. Ça, de manière macro, c'est ce qu'on peut retenir. Ce qui a un avantage tactique, d'ailleurs, puisque quand vous êtes capable de mettre en œuvre dans des mers plus formées, globalement, vous, d'une part, gagnez des marges en termes de lieux où vous pouvez mettre en œuvre, et puis vous créez du coup l'incertitude aussi pour votre adversaire. C'est-à-dire que votre adversaire, qui n'est pas bête, qui va regarder une carte météo, quand il va se dire, tiens, où est le porte-avions du camp d'en face, a priori, si le porte-avions est petit, il va se dire, s'il veut mettre en œuvre, il va forcément plutôt se mettre là ou là. Si votre porte-avions est gros, vous perturbez ce raisonnement chez l'ennemi, puisque votre carte potentielle de présence devient beaucoup plus large. Néanmoins, du coup je termine sur cet exemple-là des mouvements de plateforme, évidemment que du coup cette espèce de magie stabilisatrice du Charles de Gaulle, on ne va pas la retrouver, et donc on va devoir s'adapter un peu sur le format américain. Les porte-avions américains n'ont pas de stabilisation très développée. Ils ont juste des quilles anti-roulis, donc c'est-à-dire des espèces de grandes barres de métal qui courent le long de la coque et qui permettent de contrer le roulis. C'est tout. Pour le reste, ils se basent sur leur masse pour se dire que de toute façon, ils sont capables d'opérer dans les grandes étendues océaniques sans être contraints. Nous, on a un peu plus que ça. On a notamment des aérons de stabilisation qui sont actifs sur le PNG, et puis sur le Charles de Gaulle, il y a ce système SATRAT dont j'ai parlé. Les porte-avions américains, quand ils virent, forcément, il y a plus de gîtes. Là où sur le Charles de Gaulle, on est habitué à virer à plat. Sur le PNG, on va se rapprocher des modèles américains. C'est-à-dire que quand on va venir rondement d'un côté ou d'un autre avec un angle de barre assez important et donc une gîte liée à la gyration assez importante, on apprendra à, entre guillemets, lever les silos, comme font les Américains, le temps de se retourner, et puis ensuite c'est parti, on reprend une activité. Voilà. Donc ça, c'est pas ce que j'appelle une perte, c'est ce que j'appelle une manière de fonctionner différente, parce que on est sur un bateau différent. Parmi les grandes innovations, enfin les grands changements en termes de génération, il y a aussi, vous avez commencé à y faire référence, il y a la question de la dronisation. C'est-à-dire, on sait que, d'une manière générale, c'est là aussi avec le programme SCAF, etc., c'est l'idée qu'il va y avoir toutes sortes de drones, d'effecteurs déportés, etc., de plateformes non habitées qui vont évoluer avec les avions traditionnels de l'aéronavale en l'occurrence. Qu'est-ce que ça veut dire pour un porte-avions de nouvelle génération ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous intégrez ça de manière native ? Qu'est-ce que ça change, quoi ? Alors du coup, ça change déjà le porte-avions. Quand on dit porte-avions, aujourd'hui, l'appellation elle fait référence à je porte des avions, et puis on a tous une image un peu, pour prendre un terme américain, un peu legacy de ce qu'est l'avion. On peut dire, c'est le débat, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de marines qui sont orientées vers des porte-aéronefs, notamment les Turcs, mais aussi les Italiens, etc. Enfin bon, avec cette idée qu'il y a quand même globalement moins de contraintes pour faire voler un drone que pour faire voler un avion de chasse, et que du coup, ça a été aussi l'option à la fois plus économique, enfin c'était plus simple à faire, et du coup plus de nations ont pu le faire parce qu'il y avait moins de contraintes que pour cette grande œuvre que seuls les Français et les Américains sont à même de faire de cette manière-là, qui est le porte-avions Katobar, quoi. Oui, alors en fait, c'est pas alternatif, pour moi, c'est cumulatif et complémentaire. Et donc, ce que je disais sur ma remarque sur l'appellation porte-avions, en réalité, ça ne doit pas nous leurrer. Le porte-avions de nouvelle génération, ce sera un porte-drone nativement. Maintenant, quand on ouvre sur le monde des drones, ça appelle une grande diversité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté de l'échelle des drones donc très sophistiqués, qu'on appelle des UCAV, des Unmanned Combat Air Vehicles, donc plusieurs programmes dans le monde font ça. Et donc ces UCAV, là, on est sur des drones qui sont quasiment, pour faire simple, des chasseurs sans personne à bord, avec donc des dimensions assez importantes, des masses qui vont de la classe 10 tonnes, voire plus, généralement une grande furtivité.
c'est ce qu'on leur demande. Et puis, un début de polyvalence, quoi. Donc ça, c'est le haut du spectre. Et puis, de l'autre côté, vous avez les petits drones, qui sont pour le coup parfois moins polyvalents, moins chers, potentiellement beaucoup plus perdables, et qui eux aussi peuvent être mis en œuvre depuis un porte-avions. Et donc, le PNG, il est fait nativement pour pouvoir encaisser cette grande diversité. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça change, du coup ? Ça change à la fois dans l'architecture du bateau, mais finalement très peu, et aussi dans la manière ensuite de mettre en œuvre le groupe aérien embarqué. Donc si je développe un peu ces points-là, ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir des installations qui sont les plus flexibles possibles pour mettre en œuvre des drones. Donc je parle à la fois des drones à voilure fixe et des drones à voilure tournante. Drone à voilure fixe, le gros apport du PNG, c'est qu'avec les catapultes électromagnétiques, on est capable de catapulter du très léger et du très lourd. Donc le très lourd, c'est pas du drone, c'est plutôt du chasseur habité, de la classe 30, voire 40 tonnes, hein, comme sera le Next Generation Fighter ou comme l'est le F-35C américain. Et puis tout petit, c'est de la classe plutôt 2 tonnes. Donc là, on est sur le début du drone catapultable, donc on est sur du drone accompagnateur, ce qu'on appelle un remote carriers ou un collaborative combat aircraft. Donc c'est pas l'UCAV dont j'ai parlé avant, c'est plutôt le petit drone en réaction, mais qui sera potentiellement dans le futur catapultable. Et là, je fais une incise. Ça, avec des catapultes à vapeur, c'est pas possible. C'est-à-dire que la catapulte électromagnétique, on pourra revenir sur toutes ses qualités. Vous pouvez charger à 20% pour ouais, en fait, un peu, alors que la vapeur, le petit drone, il se décompose au décollage. Le gros avantage de l'électromagnétique, c'est que vous avez une finesse de réglage et une prédictibilité très forte qui fait que vous allez pouvoir catapulter de 2 tonnes à 40 tonnes. Sur la catapulte à vapeur, si vous mettez un petit drone là-dessus, il va y avoir des dégâts, quoi. Donc ça rend possible le fait de catapulter des drones. Ce qui rend aussi possible ça, c'est que comme on aura plusieurs rails de catapultes, notamment à l'avant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le PNG, on aura 3 rails de catapultes. Alors que sur le Charles de Gaulle, on n'en a que 2. On a un rail à l'avant, un rail latéral. Sur le PNG, on aura 2 rails à l'avant, un rail latéral. Les 2 rails à l'avant, ils vont permettre d'alimenter en même temps les catapultes avec drone d'un côté, chasseur de l'autre. Alors vous allez me dire, mais on pourrait tout à fait les mettre à le et puis... pas exactement, parce que la manière en fait d'aligner, de tensionner et puis ensuite de catapulter un drone, ce ne sera pas exactement la même manière que celle d'un chasseur. Donc il faut s'imaginer sur le PNG, on pourra faire les deux en même temps à l'avant et puis sortiront des catapultes à l'avant du pont un drone avec son chasseur à côté. Ensuite, il y a tous les drones qui ne seront pas forcément catapultables, donc qui seront aussi des drones à voilure fixe et qu'on potentiellement mettra en œuvre sur le bateau. Qui ressemble à un hélicoptère et qui du coup peuvent avoir un décollage vertical beaucoup plus Alors là, on parle de voilure tournante. Là, je suis pas encore dans les voilures fixes, Alexandre. C'est-à-dire, c'est des drones qui ne seront pas forcément catapultables, qui vont décoller en se reculant entre guillemets sur le pont d'envol, en prenant leur élan, et puis en partant comme sur une piste. C'est l'exemple, par exemple, du Mojave, drone américain qui a été mis en œuvre il y a quelques années sur un bâtiment classe Queen Elizabeth britannique, donc qui sont les nouveaux porte-avions britanniques. Et là, on voit bien que ces drones-là, c'est des drones qui peuvent décoller et non pas catapulter. Ils décollent du bateau et ensuite on peut les récupérer également. Eux prendront pas de brin d'arrêt. S'ils posent, ils se poseront en freinant, entre guillemets. Et là, c'est possible parce que c'est des drones plutôt légers. Qui peuvent freiner sur une certaine distance. Et donc ça, sur un petit porte-avions, c'est compliqué parce que vous allez vite avoir de la coactivité entre ces drones-là et le reste du groupe aérien embarqué. Sur un grand porte-avions comme le PNG, vous avez de l'espace qui va vous permettre en fait d'encaisser ces mises en œuvre un petit peu simultanées. Et après, donc, j'en viens aux drones VTOL, donc Vertical Takeoff and Landing, donc les drones à voilure tournante, les hélicoptères, qu'on retrouve sur beaucoup de bateaux, qui ne sont pas des porte-avions, notamment des frégates. On la retrouvera aussi sur le porte-avions. Là, l'idée, c'est de les mettre en œuvre, alors potentiellement sur le pont d'envol, mais pas que. Et notamment, on a prévu sur le PNG, et c'est une des conséquences aussi de sa capacité à mettre en œuvre des drones, une petite plateforme latérale qui permettra justement de mettre en œuvre des drones à voilure tournante sans venir empiéter sur le pont d'envol réservé à d'autres types d'aéronefs. Après, vous avez un autre point, et qui en fait revient historiquement, c'est la diversité. On va passer d'un paradigme où globalement les aéronavals occidentales étaient très homogènes. Les Américains
ont convergé assez rapidement vers le F-18, hein, et puis dans toutes ces déclinaisons, hein, aussi bien le Hornet, Super Hornet que le Growler, avec des E2D à côté. Bon, c'était stable très longtemps. Donc les E2D, c'est les Hawkeye. Les Hawkeye, dont on a parlé. Les Français, on a convergé sur le format Rafale aussi depuis les années 90 et 2000, avec nous aussi donc des E2D. Et puis, ce modèle-là, globalement, je le résume de la manière suivante. On a des GAE, donc des groupes aériens embarqués, homogènes, polyvalents, pour faire plein de missions différentes. Demain, avec la dronisation, on va vers des groupes aériens embarqués qui seront beaucoup plus hétérogènes. Donc on va retrouver en fait une diversité. À côté des F-18 vont coopérer des MQ-25 Stingray, qui sont ces drones qui aujourd'hui ça va faire du ravitaillement depuis les porte-avions américains, avec d'autres drones de combat, donc des UCAV qui vont apparaître, des collaboratifs combat aircraft qui vont apparaître, et on va retrouver une diversité. Et en fait, ça va nous renvoyer à des problématiques qu'avaient déjà nos très très grands anciens. Et quand je dis grands anciens, là on est au début du XXe siècle, voire c'est ça, l'entre-deux-guerres. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, où en fait il y avait une diversité folle d'aéronefs sur les porte-avions, ce qui nuisait d'ailleurs un peu à leur efficacité, et donc ce qui a poussé à l'homogénéisation. Là, l'histoire va entre guillemets se renverser un petit peu, en passant à non plus cette homogénéité polyvalente, mais à une diversité, pour pouvoir faire plusieurs types de missions avec des choses différentes. Et donc le challenge, ça va être sur le PNG, je reviens à mon PNG, comment, notamment en termes de logistique, d'entretien, de cohabitation de tous ces différents vecteurs, je m'en sors. Là où sur le Charles de Gaulle, c'est assez simple, vous mettez 24 rafales, je peux voir qu'une tête, et puis vous avez une homogénéité qui est une force. Voilà. Donc ça aussi, on pense ce bateau pour être capable d'encaisser cette diversité. Et quand vous êtes gros, notamment, vous êtes capable d'encaisser la diversité. Une question importante, et spécialement étant donné le contexte actuel et vu ce changement de génération, c'est la question de la souveraineté. Donc le Charles de Gaulle, vous l'avez dit, c'est un porte-avions qui a été construit avec des contraintes françaises, une réflexion française, une manière des ingénieurs français, une manière de faire française, etc., avec déjà des pièces qui venaient de l'étranger, puisqu'on a déjà parlé des catapultes à vapeur qui étaient déjà américaines, les Hawkeye aussi étaient déjà américains. La différence, c'est que le contexte, disons, géostratégique a un peu changé, plutôt géopolitique d'ailleurs, dans cette affaire-là, et que y a des grosses briques qui sont très importantes et même complètement essentielles au programme qu'il faut encore acheter aux États-Unis. Et le premier d'entre eux, c'est ces catapultes électromagnétiques qui sont une technologie que les Français ne possèdent pas, enfin n'ont pas développée eux-mêmes. Voilà. Comment est-ce que vous y pensez à cette contrainte alors je ne vais pas vous demander de commenter, de vous exprimer personnellement sur l'état de l'alliance au sein de l'OTAN, mais bon, d'une manière générale, c'est un secret pour personne qu'il se pose quelques questions qui ne se posaient pas il y a quelques mois ou quelques années sur, disons, la durabilité et la fiabilité de certaines alliances. Comment est-ce que vous y pensez à l'intérieur de ce programme PNG, où donc, c'est simple, les catapultes électromagnétiques, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de porte-avions, donc il n'y a pas tellement le choix, mais c'est quand même une certaine incertitude qui n'est pas extrêmement confortable dans un logiciel français où on aime beaucoup depuis très longtemps dire qu'on est souverain, et qu'on fait ce qu'on veut, on n'a d'ailleurs pas besoin des Américains. Là, c'est très difficile de soutenir qu'on n'a pas besoin des Américains dans ce cas-là, quoi. Oui, et c'est tellement difficile que c'est tout à fait assumé, mais de manière rationnelle et calculée. Alors, quand on parle de la dépendance aux Américains, il y a trois manières de l'aborder. La première manière, et qui nous concerne nous en tant que, entre guillemets, exploitant du porte-avions, c'est la mise en œuvre. Suis-je dépendant en termes de mise en œuvre ? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on a beau, et on y reviendra après sur le côté entretien ou conception, utiliser du matériel américain sur le PNG, et même plus généralement utiliser du matériel américain dans nos aéronefs, le 2D est typiquement totalement américain, ou alors dans nos munitions, on a beaucoup de munitions qui sont américaines. À la fin, ce qui compte, c'est suis-je capable de mettre en œuvre à 100% tout seul ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèce de mythe d'un bouton rouge aux États-Unis sur lequel quelqu'un appuierait pour que ça ne marche plus. Ce n'est pas le F-35. Voilà, exactement. Pour prendre une image, un terme un peu caricatural, il n'y a pas d'esclavage, quoi. C'est pas du tout l'idée. Donc, les Français, l'équipage français, sur le porte-avions de nouvelle génération, sera capable
de mettre en œuvre intégralement les équipements américains. Et ça, sans aucune aide extérieure et sans aucune dépendance à un choix extérieur. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que en termes de conception et puis ensuite en termes d'entretien pendant la vie du bateau, là oui, il y a une dépendance. Mais il y a une dépendance qui est, entre guillemets, maîtrisée et qu'on essaye de mitiger. Donc cette dépendance, elle porte sur deux choses essentiellement. La première, c'est les pièces de rechange, tout simplement. Vous avez besoin d'une logistique. Pendant les 40 ans, même plus 45 ans de vie du bateau, vous allez devoir régulièrement entretenir vos catapultes, soit de manière préventive, soit de manière corrective quand vous aurez des pépins. Là, les pièces de rechange, vous allez en commander au départ de la vie du bateau. On fait toujours comme ça, on fait un stock de pièces. Et puis ensuite, dans la vie du bateau, vous devez repasser des commandes. Donc là, évidemment, qu'il y a une première forme de dépendance. Deuxième forme de dépendance, c'est l'entretien. C'est-à-dire être capable, notamment quand vous faites des grosses visites techniques sur les catapultes, en l'occurrence, prenons l'exemple des catapultes, mais c'est pareil sur les brins d'arrêt, qui sont aussi américains. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire tout seul, parce qu'on aura importé le savoir-faire, qui est généralement largement accessible, soit aux équipages français, soit au tissu industriel français, mais il y a quelques petits domaines dans lesquels, là, en fait, c'est le concepteur doit être là, parce que c'est lui qui a le know-how, le savoir-faire, et donc vous avez besoin de lui. Et vous avez besoin des Américains. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est connu, on sait où ça commence, on sait où ça s'arrête, et donc on le fait de manière assumée. Quand je dis qu'on le fait de manière assumée et rationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on le met en balance par rapport à d'autres options, qu'aurait été de tout faire tout seul, et en fait, le rapport coût-bénéfice, il penche totalement du côté d'accepter cette dépendance et de la mitiger. Alors, comment est-ce qu'on la mitige ? Et je terminerai par ça. On la mitige non seulement en dimensionnant correctement nos stocks de rechange dont j'ai parlé avant. Si vous faites des stocks stratégiques de rechange, vous créez de la résilience sur plusieurs années, et vous le mitigez en important un maximum de savoir-faire côté français, aussi bien côté marine que côté industrie. Et donc, aujourd'hui, la Direction Générale de l'Armement, qui est vraiment à la manœuvre sur le sujet, fait en sorte, par des accords qu'on appelle du local content, de faire que, même si la conception est américaine, beaucoup de pièces puissent être fabriquées dans le tissu industriel français. Ce qu'on a fait pour les catapultes à vapeur du Charles de Gaulle, ce qu'on a fait pour le Hawkeye, par exemple. Peu de gens savent qu'il y a plusieurs pièces du Hawkeye qui sont fabriquées en France. Et donc, sur ce périmètre-là, si on arrive à le dilater le plus possible, on aura une forme de mitigation de cette dépendance. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et quand on le met en balance par rapport à tous les avantages induits qu'on a en termes de mise en œuvre, d'interopérabilité aussi, en fait, on s'y retrouve largement. Bon, maintenant il faut aborder le grand sujet, qui est un sujet sur lequel vous travaillez, vous réfléchissez depuis longtemps, et qui est complètement central. Et, voilà, mettons les pieds dans le plat. C'est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau porte-avions ? C'est la grande question dimensionnante. Ce qui renvoie des réflexions déjà qu'avait Hervé Couteau-Bégarry, c'est-à-dire, vu le prix que ça coûte, est-ce qu'on ferait pas mieux de s'acheter une douzaine de sous-marins pour avoir un effet important, etc. Bon, il y a la question du prix, mais alors le prix, on va pas s'étendre dessus, mais il y a aussi tout un argument inverse qui est très assumé, qui est que un truc comme ça permet une sanctuarisation d'un budget, ce qui est très important. Enfin, c'est-à-dire, si vous avez un gros truc, un gros programme porte-avions, à partir du moment où il est validé, la puissance publique est un peu obligée d'aller jusqu'au bout, alors que si vous avez quelque chose en plein de morceaux, il y a plus de risques de se faire rogner sur les angles. Donc ça, c'est une réflexion. Mais il y a une réflexion plus stratégique et capacitaire dans un contexte de haute intensité ou de semi-haute intensité, ou de haute intensité prévisible, à quel point est-ce qu'un porte-avions a une durée de vie longue, et à quel point est-ce que c'est intelligent de mettre tout son pognon dedans, pour le dire de manière extrêmement brutale, quand en face, les Russes, les Chinois, etc., se spécialisent notamment dans des missiles anti-porte-avions, anti-groupe aéronaval. Donc voilà, là j'ai donné le débat et un peu café du commerce, quoi. Mais ça reste une question qui se pose réellement voilà, le porte-avions est quelque chose qui est arrivé après éminence pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, sans qu'on sache très bien au début de la Seconde Guerre mondiale que ça allait arriver. Il s'est avéré que ça a été l'outil, le capital ship, l'outil absolument central de toute la Seconde Guerre mondiale et de l'ère qui s'est ouverte après. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas une ère qui est en train de se refermer et que soit il faut des flottes plus décentrées, plus multiples, etc., soit simplement que, étant donné la capacité des anti-navires des grandes puissances, voilà,
est-ce que c'est encore bien intelligent de faire un porte-avions? J'ai une petite idée de la réponse que vous allez me donner, mais je vous donne quand même la question comme ça, quoi. Oui, question fondamentale qui ouvre plein de portes. Il faut revenir en fait un peu au départ, faire un peu d'histoire. Il y a une citation de Nimitz que j'aime beaucoup. Donc l'amiral Chester Nimitz, donc grand héros de la guerre dans le Pacifique, qui dit qu'une capacité n'est pas obsolète parce qu'elle a fait son temps, mais elle est obsolète dès lors où vous trouvez quelque chose qui fait mieux le job. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'entre-deux-guerres quand les porte-avions ont commencé à remplacer les cuirassés? Très simplement, les cuirassés en fait faisaient pas. Personne ne s'est dit qu'une date d'opération c'est terminé. En fait, on s'est rendu compte que les porte-avions produisaient un effet qui était bien meilleur que les cuirassés. C'est-à-dire que avion plus bombe plus torpille égale effet démultiplié beaucoup plus loin que ce que faisait un cuirassé. Et pourtant, les porte-avions... qui tirait juste avec ses canons. Exactement. Et pourtant, les porte-avions étaient beaucoup plus vulnérables que les cuirassés. Au départ, les premiers porte-avions américains ou britanniques, avec quelques obus, vous en veniez à bout. Là où les cuirassés avaient besoin d'une dose de punition, entre guillemets, bien plus grande pour être collés. Et pourtant, ils ont été remplacés. Donc, les porte-avions, depuis cette époque-là, donc ont le succès qu'on leur connaît, se sont distingués par leur adaptabilité à la conflictualité. Et ça aussi, on pourra y revenir, mais il y a un facteur fondamental, c'est que cet objet porte-avions, il est d'une adaptabilité en fait énorme. Et quand vous comparez les premiers porte-avions aux porte-avions d'aujourd'hui, certes à l'extérieur, ça paraît à peu près la même chose avec un îlot, des avions et puis des hangars, mais en fait, sans trop m'étendre, ça a beaucoup évolué. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour répondre à la question, le porte-avions a-t-il fait son temps? Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de martingale, de choses qui remplacent cette capacité à mettre en œuvre depuis la mer, donc avec un accès qui est offert par la haute mer, devant ou dans un théâtre d'opération, un concentré de puissance aérienne qui permet de produire des effets sur une gamme extrêmement vaste, en mer, vers la Terre. Donc ça, aujourd'hui, les modèles alternatifs qui sont étudiés, et notamment, je peux citer un ouvrage assez récent qui s'appelle Questioning the Carrier, que j'avais recensé d'ailleurs dans la revue de défense nationale, là, qui est pas mal, qui pose le concept en disant l'alternative c'est la flex fleet. Donc c'est une flotte flexible, où globalement on arrête de faire des flottes centrées sur les porte-avions, on fait une flotte beaucoup plus distribuée à base d'effecteurs et de senseurs, et notamment de bâtiments tireurs de missiles un peu plus distribués et donc plus résilients. Et en fait, ces modèles alternatifs, en fait, ils ne sont pas alternatifs, ils sont juste complémentaires. Et toutes les nations que vous avez citées, notamment la Chine, aujourd'hui, oui, elle développe des armes anti-porte-avions, oui, elle développe des porte-drones un peu alternatifs, oui, elle est un peu dans tous les domaines qu'on appellerait Sunrise Capacity, mais en même temps, elle fait des porte-avions. Et elle cherche à faire des porte-avions Catobar, donc à propulsion nucléaire. Donc ça montre bien que ce créneau-là, qui est le créneau de « je suis capable » depuis le fond du cours, donc c'est-à-dire hors de portée potentiellement de ces armes anti-accès, de balancer de la puissance aérienne dans un environnement contesté, donc ce qui suppose un PA de supériorité. En fait, ce besoin-là, pour l'instant, on n'arrive pas à le couvrir avec autre chose. Le contre-argument, simplement, qu'on peut faire, c'est de dire oui, ça a été extrêmement adaptable, extrêmement résilient, ça a montré ça dans un contexte où il n'y a pas eu de guerre de haute intensité entre peers ou near peers, c'est-à-dire entre puissances de capacité équivalentes. C'est-à-dire le porte-avions, ça a marché exceptionnellement bien pour, par exemple, toutes les opérations de la France depuis 30 ans, etc. C'est-à-dire quand il s'agit d'aller ici, là, Chamal, etc. Quand il s'agit de faire des guerres asymétriques, etc., c'est exceptionnel parce que ça permet de déployer de la puissance aérienne, ce qui est exactement ce qu'on veut dans ce cas-là. L'idée, c'est, si en face, on a quelqu'un qui peut couler un porte-avions, alors après, il y a un problème particulier qui est le problème français, qui est que c'est pas exactement la même chose pour un Français ou pour un Américain. C'est-à-dire, on peut dire, du point de vue américain, ils diraient, en fait, ils peuvent perdre un porte-avions, ils en ont d'autres. Nous, le fait est que s'il y a un porte-avions, c'est-à-dire si, pour une raison ou une autre, mais par exemple parce qu'il y a des capacités anti-navires, anti-porte-avions qui sont fortes en face, il disparaît, il n'y a plus rien, et il y a tout le budget
qui aurait pu être distribué autrement, qui a disparu, et une capacité complètement absente, qui par ailleurs est un peu une clé de voûte de la puissance navale française. Oui, alors sur cet aspect-là, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que donc, le porte-avions il a brillé effectivement par l'exploitation libre, la jouissance sans entrave de l'accès donc au domaine maritime pour aller projeter de la puissance de la mer vers la terre. Ça c'est vrai depuis plusieurs décennies, notamment depuis la fin de la guerre froide. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement, alors que le monde se referme, que les accès sont plus compliqués, et que vous avez raison, en mer on aura une opposition plus franche, bah justement le porte-avions permet aussi, dans cette phase de conquête qui précède la phase d'exploitation, de dominer. Dans l'affrontement naval, celui qui fait clairement la course en tête aujourd'hui, c'est le porte-avions Cateau-Bar, si possible à propulsion nucléaire. Le grand principe du combat naval... Mais comment on sait qui fait la course en tête? C'est-à-dire, on n'a pas de combat... Enfin, la guerre étant le grand principe révélateur du truc, oui. Avant, on ne sait pas quoi. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le porte-avions est invulnérable, hein. On est bien d'accord. Tout est vulnérable, et notamment dans un monde où tout ce qui est fixe est vulnérable, plus vous êtes fixe, plus vous êtes vulnérable. Maintenant, on fait suffisamment d'exercices, et parfois à grande échelle, hein, depuis quelques années notamment, pour se rendre compte de la plus-value déterminante de la puissance aéronavale dans le combat naval. Je m'explique. J'ai expliqué notamment dans mon ouvrage, écrit avec François-Olivier Cormand, que le grand principe de l'action de combat naval, c'est d'engager en premier, effectivement et décisivement. C'est ce que vous permet un porte-avions en réalité. C'est-à-dire que voir loin, voir en premier, donc ça suppose de pouvoir éclairer, et éclairer tactiquement. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si l'espace est plein de ressources, on n'aura jamais une god's view permanente sur ce qui se passe autour de nous grâce à l'espace. Ouais, alors ça c'est un peu contre-intuitif, mais il faut peut-être expliquer. Et grâce à d'autres systèmes. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, c'est que la réalité, c'est que le combat naval restera encore pour longtemps un jeu de Colin Maillard, où des gens vont se chercher dans le noir dans les grandes étendues maritimes. Effectivement, le brouillard, on va pouvoir le lever. On va pouvoir de plus en plus faire des pastilles d'éclaircissement dans certains domaines du champ maritime, mais ce sera toujours transitoire, ce sera jamais complet, et donc vous aurez besoin, dans l'affrontement naval, de pouvoir déployer vous-même des capacités d'éclairage. Donc ça c'est le premier point. Ça, c'est le côté... mais ça, il faut peut-être rappeler, pas contre-intuitivement, mais c'est l'idée que ce qu'on observe depuis l'espace, c'est extrêmement... C'est pas que c'est restreint, on peut aller à plein d'endroits. La capacité à observer un point dans l'immensité de l'océan au bon moment et de transmettre l'information en boucle assez courte pour qu'elle soit actionnable par un effecteur de puissance maritime, un truc qui tire quelque chose, quoi. C'est pas évident du tout, parce que les satellites sont ainsi faits qu'ils passent, ils défilent, ils sont pas forcément au bon endroit au bon moment, et donc la capacité à mettre en œuvre, par exemple des Hawkeye, c'est la capacité d'être sûr de pouvoir avoir la bonne information au bon moment. Oui, avec un moyen qu'on appelle organique, c'est-à-dire que vous mettez en œuvre vous-même, et qui donc participe à votre manœuvre de manière intégrale. Donc ça, c'est le côté éclairage. Et ensuite, après, c'est frapper donc en premier, frapper loin. Frapper loin, ça suppose de pouvoir envoyer de la puissance aérienne un peu loin. Alors vous pourriez me dire, certes, on peut faire des choses avec des missiles, n'empêche qu'avec des avions, vous allez, des avions ou des drones, enfin des aéronefs en général, qui plus est catapultés, donc c'est-à-dire avec une allonge qui est bien supérieure à des aéronefs qui ne seraient pas catapultés, bah, vous allez pouvoir porter le feu, porter le fer très loin et en premier. Et donc ça va vous permettre de dominer dans le combat naval. Et donc quand on fait aujourd'hui des exercices ou des simulations, et ça les Américains le font très bien et c'est assez documenté, la flotte dans laquelle aujourd'hui vous avez le porte-avions Cateau-Bar qui est capable donc de produire ses sorties à un taux important, régulièrement renouvelé, et tout ça de manière répétable, en fait il est un cran au-dessus de la flotte qui est en face. Ça, c'est un truc qu'on n'a peut-être pas dit, etc., mais le grand avantage du Cateau-Bar, c'est que ce sont des avions qui vont beaucoup plus loin que les équivalents, c'est-à-dire soit STOVL, donc avec un short take-off et vertical... Short take-off, vertical landing. Si on fait peut-être une aparté pour les auditeurs sur les typologies très rapidement. Ouais. Donc
typologie, on en a parlé depuis le départ, Catobar, donc catapulted take-off but arrested recovery. Donc ça, c'est j'ai des catapultes, des brins d'arrêt. Ensuite, vous avez le système STOBAR. Donc STOBAR, c'est short take-off but arrested recovery. Donc là, vous avez des brins d'arrêt, mais vous n'avez pas de catapulte. C'est le cas, par exemple, des porte-avions chinois, Shandong Liaoning, ou encore des porte-avions indiens. Et ces nations-là, d'ailleurs, vont vers un format catapulte qu'ils cherchent à atteindre. Après, vous avez le format qu'on appelle STOLV ou VTOL. Finalement, tout ça est un peu la même chose. Ça veut dire short take-off ou vertical take-off and landing. Donc là, c'est un aéronef. En l'occurrence, on va prendre le cas des chasseurs, qui vont à la fois donc décoller et se poser verticalement, ou éventuellement pour le décollage utiliser un sky jump, un tremplin qui va leur permettre de voler entre guillemets plus facilement dès la sortie du sky jump. Un ski jump, c'est vraiment un truc de saut à ski. Il y a une espèce de tremplin qui leur permet de partir un peu plus verticalement et du coup voilà. Mais du coup, le propos étant que dans ces deux autres modèles, c'est beaucoup plus consommateur en carburant. Et puis c'est par ailleurs des appareils qui sont plus complexes, type le F-35B, etc. Donc toujours est-il que vous cramez une bonne partie de votre capacité pour la mise en œuvre, soit le décollage, soit l'atterrissage, et que donc c'est des avions qui nécessairement vont moins loin que les avions qui sont opérés sur des catobars. Oui, en fait, vous avez une double contrainte. Vous avez la contrainte à la conception, c'est-à-dire que, on va prendre le cas du F-35B. Non seulement à la conception, vous êtes obligé de réserver de la place dans l'avion pour pouvoir mettre en œuvre un système de décollage ou d'appontage vertical, comme vous venez de le dire, assez complexe. Et en plus, ensuite, en utilisation, une bonne partie de votre fuel, quasiment un tiers de votre fuel, va être utilisé dans l'acte d'appontage et de décollage. Alors que sur un porte-avions à catapulte, c'est gratuit. C'est-à-dire que l'aéronef, vous lui donnez gratuitement, alors ça parlera à nos auditeurs physiciens, de l'ordre d'une centaine de mégajoules. Donc centaines de mégajoules qu'il n'a pas à puiser dans ses réservoirs. Donc là, du coup, en termes d'armement, de carburant et donc d'allonge, vous êtes très au-delà. Et donc quand vous mettez en face deux flottes, une flotte avec un catobar et une flotte avec pas de porte-avions ou un porte-aéronef qui n'est pas catobar, en termes de supériorité opérationnelle, enfin là pour le coup, c'est très discriminant. Donc pourquoi on parlait de ça ? Parce qu'on parlait de l'intérêt du porte-avions dans l'action de conquête pour aller rétablir une forme de supériorité, créer ce qu'on appelle une bulle d'hyper-supériorité locale pour ensuite pouvoir exploiter et produire des effets, par exemple, vers la Terre. Donc dans ce domaine-là, la flotte centrée autour d'un porte-avions de supériorité, elle reste pertinente. L'autre question que vous posez là-dedans, c'est les affaires de vulnérabilité. Donc comme je l'ai dit juste avant, rien n'est invulnérable. Il est évident qu'un porte-avions est vulnérable comme tout. Maintenant, cette vulnérabilité, elle doit toujours être envisagée à l'aune des effets produits. C'est-à-dire que quel est mon rapport coût-bénéfice entre la vulnérabilité que j'ai et les effets que je produis. Je reviens dans l'histoire, c'est pareil. Je vous disais que les premiers porte-avions étaient ultra vulnérables. C'est vrai, quelques coups de canon pouvaient les couler. Maintenant, vu les effets produits, ça valait vachement le coup d'avoir des porte-avions qu'on a perfectionnés derrière et qu'on a de plus en plus protégés par rapport à l'effet produit. En fait, cette balance-là, aujourd'hui, elle reste valable. Sauf que nos porte-avions sont, d'une part, beaucoup mieux protégés. Quand vous regardez le nombre d'asters que vous mettez aujourd'hui autour du porte-avions Charles de Gaulle... Les asters sont donc les missiles antimissiles, les missiles d'interception aérienne. C'est, voilà, si un F-21 chinois qui se dirige un peu trop vers votre porte-avions, c'est un aster que vous allez tirer. Donc un missile anti-navire chinois qui se dirige vers votre porte-avions, c'est un missile... aster que vous allez tirer pour essayer de le faire exploser avant qu'il vous touche. Voilà, et donc que ce soit un groupe aéronaval français ou américain, vous avez une concentration de ce type de missile autour de lui qui fait que déjà c'est une couche de défense très dense. Deuxième chose, vous avez également votre groupe aérien qui a une vocation principalement offensive, mais qui est aussi très bon dans le défensif, donc qui a aussi un rôle dans la protection. Et donc ça, c'est aussi bien valable pour notre aéronef Hawkeye que pour nos Rafales, qui sont une couche de protection supplémentaire. Et puis après, vous avez la couche de protection finale, qui est celle du porte-avions lui-même, qui peut se défendre. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, pour pouvoir percer toutes ces couches-là, après avoir trouvé, suivi et targeté le porte-avions, il faut quand même un investissement technologique chez l'adversaire et un savoir-faire très développé. Premièrement, et puis deuxièmement, ça fait qu'il n'y a pas de cheap shot. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas en fait donner l'occasion à un adversaire un peu cynique de dire finalement en fait avec peu d'investissement et
Et un coup bien placé, en fait, j'inhibe l'emploi de votre capacité. Là, en fait, le coup en face est tellement fort, notamment, et en fait, on pourra en parler longtemps, mais c'était déjà un peu le Graal des soviétiques à l'époque de la guerre froide. C'était comment j'utilise ma puissance sous-marine et ma puissance spatiale, dans laquelle les Russes, enfin les Soviétiques étaient quand même assez avancés, pour pouvoir contrer cet avantage comparatif qu'ont les Américains dans le domaine aéronaval. Bon, en fait, c'est une course sans fin que les Russes n'ont pas réussi à gagner, et puis que les Chinois aujourd'hui essayent de faire, mais ils n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, ils n'y arrivent tellement pas qu'en parallèle, ils développent eux aussi des capacités de porte-avions parce qu'ils voient bien qu'il y a un avantage comparatif. Donc, en synthèse de tout ça, je ne suis pas du tout en train de dire que le porte-avions est invulnérable, mais que le rapport coût-bénéfice aujourd'hui d'avoir ce genre de capacité est largement favorable dans le contexte qui s'annonce devant nous, c'est-à-dire d'espaces de plus en plus contestés, où l'accès se referme et où les États-puissances en mer en font un lieu d'affrontement possible. Juste pour vous pousser un peu là-dessus, le contre-argument à ça, c'est de dire en même temps c'est une cible tellement incroyable, un porte-avions, que ça mérite les capacités très haut du spectre que typiquement les missiles hypersoniques, enfin qu'on appelle en France hypervéloces, qui sont des trucs dont on a souvent dit à ce micro qu'on en fait beaucoup parce que ça coûte tellement cher, c'est tellement compliqué qu'on n'aura jamais la masse. C'est pas ça qui va modifier l'état des guerres à haute intensité. Mais ça, par exemple, c'est des armes qui ont un sens contre un porte-avions parce que c'est des armes de très haute technologie ou un porte-avions français ou américain, quoi. Ça vaut de balancer 10, 20, 30, 40, 50 missiles anti-navires en face parce que le gain espéré est tellement énorme et tellement gigantesque que ça vaut le coup de déployer, si c'est dans une conflictualité ouverte évidemment, mais ça vaut le coup de déployer absolument tous les moyens qu'on a. Et on peut dire simplement, les missiles balistiques, quand on voit par exemple en mer Rouge, alors, on a réussi, pour certains, pour l'essentiel, à intercepter les missiles balistiques que balançaient les Houthis sur les navires qui passaient là, etc. Mais c'est bien, il y a eu quand même un peu de transpiration dans un certain nombre de passerelles et dans un certain nombre d'états-majors, parce que c'est vraiment pas facile d'intercepter un missile balistique, même tiré par un Houthi, c'est pas un sport de masse. Quand on voit ce truc-là qui est vraiment le tout bas du spectre de cette gamme où il y a des puissances avec des moyens invraisemblables qui mettent énormément de moyens pour avoir des capacités très très haut du spectre, voilà, forcément, avoir la certitude, une relative certitude, une relative confiance qu'on va être capable de les intercepter là où il faudra, quand il faudra, c'est un pari à 12 ou 15 milliards d'euros, en l'occurrence, voire beaucoup plus si on pense à toutes les capacités qui sont dégradées si un porte-avions se fait endommager, quoi. En fait, le terme que je conteste, c'est le terme de pari. On ne fait pas des paris. Dans tout le travail qu'on fait, on fait des choix qui sont... je reprends Nimitz, c'est du risque calculé. Même si le risque calculé, c'est quelque chose de très opérationnel et qui s'importe de manière un peu différente dans le domaine capacitaire. Non, mais je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que l'effort technologique aujourd'hui de l'agresseur face à un groupe aéronaval bien défendu et mobile, il est énorme et il est plein d'incertitudes. C'est-à-dire qu'au-delà des effets d'annonce qu'on peut avoir sur les armes de manège de Poutine ou sur les défilés militaires chinois, l'alignement des planètes pour pouvoir traquer, détecter votre unité précieuse, en l'occurrence votre porte-avions, le poursuivre avec une qualité de poursuite qui est suffisante. Ensuite, mettre en œuvre un effecteur, en supposant qu'on soit emporté. Un effecteur qui sera, pour être efficace, il faut qu'il soit quand même plutôt furtif, qu'il arrive de très haut et qu'il aille très très vite. Ça suppose des enjeux technologiques du côté de ce missile-là qui aujourd'hui ne sont pas maîtrisés, très clairement. Et puis ensuite, il faut que ça passe toutes les couches défensives et que ça tombe sur le porte-avions. Donc, Vous pensez que c'est pas maîtrisé, que personne ne l'a ? Alors aujourd'hui, la littérature est assez abondante là-dessus, sur les grandes limites technologiques de l'hypersonique, qui fait que c'est comme pareil, il y a des trade-offs de partout. C'est-à-dire que vous voulez
obtenir des choses, vous allez devoir rogner sur d'autres choses. On peut citer par exemple, au-delà des tenues structurelles de tels missiles, vous avez leur capacité en fait à ralentir suffisamment en finale pour pouvoir détecter correctement leur cible et puis ensuite se guider sur elle. Et là en fait, quand vous êtes en phase de ralentissement, ça y est, vous devenez vulnérable à plein d'autres intercepteurs en face. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur définitif, et j'en reviens à Nimitz qui vous dit que ça y est, le truc est dépassé, et en fait, le rapport coût-bénéfice de déployer ça est pas utile. Maintenant, le raisonnement dont vous faites part de se dire je mets tous mes œufs dans le même panier, c'est une capacité extrêmement chère, et donc en termes de vulnérabilité, ça va, je ne m'y retrouve pas. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que se pose l'équation. L'équation, c'est quels effets je veux produire, dans quelles conditions, comment y répondre. J'y réponds avec un CATOBAR et je mets en place tous les moyens pour faire en sorte que sa liberté d'action ne soit pas contrainte. Et je vais prendre l'exemple des Américains. Donc en mer Rouge, là, alors même si ça préfigure pas le combat de haute intensité face à un peer adversary, mais ça vous montre toute la pertinence du concept en réalité. Donc je renvoie à l'article que j'ai pu écrire dans le dernier numéro de D6 sur le sujet, mais à la fois tactiquement, ils ont réussi à infliger quand même des effets cinétiques côté outils, avec une incertitude majeure liée à leur mobilité. Tout ça dans une mer Rouge, qui est quand même une petite mer fermée avec beaucoup de contraintes, où leur liberté d'action n'a pas été contrainte outre mesure, notamment par le fait qu'ils avaient une capacité à se défendre qui était assez importante. C'est vrai que mettre un porte-avions ou un porte-aéronef peu protégé au sud de la mer Rouge devant les outils, c'est pas forcément une bonne idée. Maintenant, quand vous mettez un porte-avions de supériorité, là tout de suite le rapport coût-bénéfice, il devient intéressant. Et je reviens à l'adaptabilité, c'est-à-dire que ce que je développe dans l'article, c'est que les Américains ont en plus réussi à faire évoluer leur mode d'action, et à la fois dans le champ capacitaire et dans la manière de mettre en œuvre de leurs aéronefs, pour faire en sorte que les atouts de répétabilité offerts par les chasseurs embarqués puissent leur permettre de lutter contre les drones. Je vais vous donner un exemple. Le plus grand tueur de drones outil au sud de la mer Rouge, c'était le combo E2D F-18. Donc F-18 dans sa version Murder Hornet, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'armement antiaérien sous les ailes. E2D vole haut, détecte, donc le Hawkeye vole haut, détecte tout ce qui vient de la côte outil. Les F-18 Murder Hornet sont en pattern d'attente, et puis dès que vous avez un drone qui arrive, le F-18 est vectorisé et donc est guidé par le Hawkeye sur le drone et le neutralise avec un missile. Et ça, c'est répétable de très très nombreuses fois. Et en plus, c'est réversible, enfin, vous avez beaucoup de souplesse. Donc ça vous montre que tactiquement, c'était quand même tout à fait pertinent. Et puis après, vous avez stratégiquement, donc là on en revient à une autre face de la pièce porte-avions, l'accès dont je parlais un peu avant, il a été garanti aux Américains pendant toute cette phase, sans être dépendant de stationnement ou de duration de survol terrestre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas la puissance aérienne basée à terre, au contraire, elle est très complémentaire de ce qu'on fait depuis la mer, mais ça leur donnait une liberté d'action, par ailleurs, pour ne pas impliquer des partenaires arabes vis-à-vis de l'Iran qu'ils ne souhaitaient pas forcément impliquer, parce que dès l'instant où vous mettez des boots on the ground ou plutôt des aircraft on the ground, vous commencez à impliquer les gens et ça y est, sans créer de la co-belligérance, vous créez quand même une certaine forme d'adhérence à ce que vous faites. Donc là, en fait, ils ont pu mettre une pression maximale sur l'Iran, par ailleurs, depuis la mer avec leur porte-avions. Et on en revient aussi à la polyvalence, puisque j'ouvre ce tiroir-là, qui est de dire qu'avec le même outil, en fait, vous faites à la fois du micro-tactique contre les outils, puis en même temps, vous êtes capable d'avoir un big stick qui va vous servir dans une négociation de très haut niveau avec l'Iran. Donc ce concept-là, même dans un environnement dégradé, avec une menace qui vient de la Terre, en fait, je pense qu'il reste pertinent. Et puis un dernier point, pour nos auditeurs aussi, sur les affaires de rapport entre la portée et le risque que font peser les armes de déni d'accès. Donc vous avez ici le DF-21, mais il y en a d'autres. Et puis ce que fait en fait un porte-avions CATOBAR. Le CATOBAR, en fait, aujourd'hui, il a un rapport favorable là-dedans. C'est-à-dire que quand vous regardez les portées de ces systèmes de déni d'accès,
sans donner des chiffres classifiés qui sont de la classe 1000-1500 km, sous réserve que vous ayez une capacité à détecter, et bien le porte-avions Catobar, il est capable de mettre en œuvre au-delà de ces distances-là. Ce que serait incapable de faire un porte-avions plus petit, avec des limitations dont on a parlé notamment sur ces aéronefs. Donc je peux donner un exemple, plutôt un chiffre général, vous avez vos 1000-1500 km de menaces en face de vous. Quand vous êtes capable d'envoyer une bombe d'une tonne à 1000 nautiques, donc plutôt 1600, plutôt 1800 km, vous avez d'un côté 1000-1500 km, de l'autre côté vous avez je peux envoyer une tonne à 1000 nautiques, quoi. Bon, tout ça est à une règle du pouce, mais ça vous montre bien qu'on n'est pas dans les cordes. Bon, maintenant qu'on a répondu à cette question centrale et fondamentale, j'aurais aimé peut-être repasser un peu sur le projet, et puis plus généralement sur... Donc on a parlé un peu des porte-aéronefs, de la dronisation, etc. Je vous ai demandé, c'est un peu un gimmick, mais c'est intéressant. Je vous ai demandé 3 innovations, 3 trucs que vous avez vus dans... On ne fait pas souvent la gazette des porte-avions mondiaux dans ce podcast, mais 3 choses que vous voyez mis en place par... des puissances, des compétiteurs, pas forcément. Enfin, évidemment, il y a les Chinois qui ont sorti le Fujian il n'y a pas longtemps et qui préparent autre chose, mais il y a aussi les Américains, etc. Voilà, 3 choses qui se font à l'heure actuelle. Parce que c'est ça l'intérêt aussi du truc, c'est que donc là, vous construisez un porte-avions pour dans 15 ans, qui ensuite va durer 40 ans. Bon, et en même temps, il y a plein d'innovations, il y a plein de trucs incrémentaux qui sont dedans, qu'il va falloir insérer d'une manière ou d'une autre. Donc je vous ai demandé peut-être 3 choses qui retiennent votre attention et qui vous dites c'est intéressant, soit on l'insère, soit pas du tout, peu importe, mais qui montrent une certaine actualité, une certaine adaptation de la puissance aéronavale, quoi. Oui, et puis effectivement l'adaptabilité, je reviens là-dessus, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans les avantages comparatifs des porte-avions. Alors, on peut mentionner que par exemple les Britanniques, qui ont des porte-avions qui ne sont pas des catobars, mais qui sont quasiment catobarisables, quoi, qui sont... On s'est beaucoup moqué d'eux, mais bon, ils s'étaient bien moqués de nous au lancement du Charles de Gaulle, donc c'est de bonne guerre de leur difficulté dans les premiers temps où ils ont mis en œuvre, donc le Queen Elizabeth et le Prince de Galles, etc. C'est des porte-avions qui ne sont pas nucléaires, mais qui sont extrêmement modulaires et qui pourraient être catobarisés en quelque sorte. Ça demanderait du boulot, mais c'est pas impossible avec l'architecture qu'ils ont construite sur ces 2 porte-avions. Oui, et d'ailleurs, ça a bien été pensé comme ça au départ. Alors, donc, je me suis pas mal creusé la tête, parce que plein d'idées me sont venues en réfléchissant à ça, et j'ai retenu trois idées. La première innovation qui est à la fois, qui est un peu fascinante, c'est le MQ-25. Le MQ-25 Stingray, donc c'est ce drone dont j'ai brièvement parlé juste avant, qui est ce drone mis en œuvre donc, par l'US Navy, alors qu'il est encore en phase de finalisation de ces essais, qui sera bientôt donc doté d'une Initial Operational Capability. C'est un gros drone dont la vocation principale est le ravitaillement en vol. Et là, ça vous montre en fait un des premiers apports de l'organisation, qui est de dire « je vais recréer de la longe ». Une des forces du porte-avions, c'est qu'il est capable de mettre en œuvre, on l'a dit, donc des aéronefs en autonomie sur des grandes distances, notamment le porte-avions à catapulte et bras d'arrêt. Et ça, il le fait par ses équipements, mais il le fait aussi parce qu'il est capable de mettre en œuvre des avions qui vont se ravitailler entre eux. Donc ça, c'est le concept de ce qu'on appelle la nounou, donc que le Rafale Marine est capable de faire. J'ai un aéronef habité qui a du pétrole sous les ailes et qui est capable de le délivrer à un autre avion. Soit pour lui donner de la longe pour aller plus loin, soit pour lui donner des marges de sécurité quand il faut ensuite apponter. Aujourd'hui, ça s'est fait par des avions habités. Ça prend, entre guillemets, du potentiel opérationnel que vous aimeriez pouvoir mettre autre part, parce que l'avion habité, pour le coup, il est polyvalent, il sait faire plein d'autres choses, plutôt que de le faire le rôle de station-service volante. Le MQ-25 répond à ça. Il y répond de manière beaucoup plus forte qu'un aéronef habité polyvalent. Et c'est là qu'on a un avantage des drones, c'est que dans leur monovalence, vous pouvez les pousser à l'extrême. Donc, je vais vous donner un chiffre pour vous montrer ça. Le MQ-25 Stingray, il est capable de délivrer 7 tonnes de fuel à 500 nautiques. Et quand il est à 500 nautiques, il est capable d'y voler à peu près 8 heures. Donc ça veut dire que quand vous voulez, je reviens à mon exemple de projeter de la puissance aérienne loin, sans vous mettre sous la portée des armes de nid d'accès, et bien avoir un MQ-25
qui en plus peut durer très longtemps, qui est potentiellement perdable. Alors ça coûte très cher, mais dans la pratique, vous n'avez personne à bord, donc en cas de conflit de haute intensité, c'est quelque chose qu'on pourra accepter de perdre probablement plus facilement. Et bien vous avez cette station-service-là qui va vous libérer du potentiel par ailleurs et qui va vous permettre d'envoyer votre groupe aérien encore plus loin. C'est frappant parce que ça montre aussi une démarche capacitaire assez intéressante. Au début, les Américains, ils voulaient directement un drone de combat, donc l'équivalent de l'UCAV. Ça, c'était tout le projet X-47 de mémoire. Ils se sont rendus compte que la marche à franchir, pour pouvoir aligner la capacité de dronisation plus la capacité de combat, était trop forte. Donc ils se sont dit, on va revoir notre ambition, on va d'abord mettre le paquet sur le côté « je mets en œuvre un gros drone depuis mes porte-avions », avec tous les challenges en termes d'intégration à bord, de circulation aérienne que ça pose. Et puis, j'irai ensuite chercher une marche supérieure qui sera de dire je vais faire un peu d'ISR avec, donc Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, une capacité de surveiller l'environnement. Et puis, quand j'aurai fait ce step-là, ensuite, j'irai chercher de l'UCAV. Et donc, effectivement, alors là, je mettrai une photo sur la vidéo, là, je vois une photo. Bon, d'abord, on peut dire qu'il n'est pas tout à fait admis au service actif encore, c'est développé par Boeing, mais c'est un gros bestiau, ça fait la taille d'un F-35, quoi. C'est un vrai gros truc. Et ça, on envisage d'en acheter, enfin, alors, non, là pour le coup, alors vous avez raison, c'est l'encombrement quand même quasiment d'un Hawkeye quand il est déplié. Oui, effectivement, les photos sont impressionnantes quand vous voyez un marin à côté du MQ-25 et vous vous dites c'est un sacré char d'assaut. Alors, on envisage d'en acheter, non, pas à ma connaissance. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le concept. C'est de se dire, voilà un apport de la dronisation qui est, je restitue de la longe et je libère du coup du potentiel offensif pour d'autres types d'aéronefs. Et donc ça, c'est un projet, comme je l'ai dit, qu'on n'envisage pas d'acheter, mais qui est éclairant pour nous parce que ça éclaire tous les concepts derrière de mise en œuvre sur le pont d'envol. Parce que mettre en œuvre un gros drone comme ça, en fait, c'est pas du tout la même manière que de mettre en œuvre un avion habité. Je vais vous prendre l'exemple de mes marins de pont d'envol. Sur mon porte-avions, en fait, quand ils interagissent avec un avion habité, ils le font avec des signes, ils le font avec les yeux, ils le font avec les mains, avec un homme qui les comprend. Là, en fait, ils auront une grosse bête devant eux qu'il va falloir orienter, et donc c'est plus le même métier. Pareil, l'intégration à bord, une fois que ce truc-là est catapulté, ensuite il faut le piloter, lui laisser peut-être une part aussi d'autonomie. Quand les chasseurs vont arriver à côté de lui, les chasseurs vont devoir interagir avec lui, et puis quand il va falloir le récupérer, il va falloir le faire apponter aussi, et il n'y a personne pour le faire apponter. Et donc il faut de l'appontage automatique. L'appontage automatique, qu'on aura aussi, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais qui fait partie des évolutions technologiques sur le PNG, et apponter automatiquement, là aussi c'est un challenge. Donc en fait, toutes ces briques technologiques dont je viens de parler, c'est des choses qui préfigurent l'avenir, et vers lesquelles on va aussi aller, nous, du côté de la Marine nationale, et du porte-avions de nouvelle génération. Donc voilà, c'est en ce sens-là en fait que cette innovation technologique a retenu mon attention. Alors, c'était mon premier point. La deuxième, les Britanniques. Alors pas tant sur leur porte-avions, mais plus sur leur esprit un peu pionnier, eux aussi, de faire autrement. Et là, on en revient aux affaires de drones. Bon, les Américains, c'est l'esprit pionnier, évidemment, mais avec des moyens très différents. On peut rappeler que l'US Navy, c'est quasiment la deuxième armée de l'air du monde. Les Britanniques sont venus... La première, déjà les Américains. Le Air Force et les Marines doivent arriver, à mon avis, en troisième position. Les Britanniques, c'est différent, mais ils ont une capacité à penser autrement, et donc ce qu'on appelle l'hybridité des groupes aériens embarqués, c'est-à-dire cette capacité à mettre des chasseurs habités et des drones, qu'on envisage très sérieusement, nous, pour le PNG, en fait, ils y sont déjà, ils y vont par petites étapes. Je reviens à l'exemple que j'ai cité, de l'appontage d'un drone Mojave, donc je crois fait par General Atomics, et qui est un drone à aile fixe avec des roues et qui n'a pas de crosse d'appontage et qui n'est pas catapultable. Les essais qu'ils ont faits il y a quelques années ont permis de montrer que ce truc-là pouvait non seulement décoller depuis le pont d'envol d'un classe Queen Elizabeth, et puis en même temps apponter en freinant. Alors le drone était avec peu d'emport, tout à fait lisse et dans des conditions entre guillemets un peu d'essai. Mais là aussi, ça montre qu'on est capable de mettre en œuvre une grande diversité de drones, et pas forcément des drones qui sont juste des chasseurs habités sans personne à bord, mais aussi des drones un peu alternatifs. Pareil, les Britanniques, toujours, je mets ça dans le même panier, travaillent aujourd'hui sur le Collaborative Combat Aircraft, donc le CCA, comme je le disais avant pour nos auditeurs, c'est pas
l'UCAV haut du spectre, c'est pas non plus le petit drone type Mojave, c'est ce qui va permettre, c'est le loyal wingman. Donc c'est cet aéronef à réaction qui va accompagner le chasseur dans son vol et lui donner un surcroît de performance parce qu'il va lui apporter un peu de furtivité, un peu plus de masse, un travail en équipe, une capacité à lui décharger un certain nombre de charges cognitives. Voilà. Donc c'est ce CCA. Ce CCA-là, ils sont en train d'y aller. D'ailleurs, pas mal de nations commencent à y aller en se disant que il y a une espèce de zone intéressante là. Vous avez la zone très haute, très chère de l'UCAV, la zone très basse, pas chère des drones low cost. Le CCA rentre là-dedans. Donc les Britanniques y vont. Moi, je pense qu'il faudra bien observer ce qu'ils font parce que ça peut être une bonne source, d'inspiration. Et puis, vous m'aviez demandé un troisième point. Là, en fait, je reviens à... alors, je m'étais posé la question des autres nations, chinois, indiens et autres. Je veux surtout pas être condescendant, mais j'ai pas trouvé de choses qui soient novatrices. C'est beaucoup de rattrapage. C'est-à-dire que les Indiens font beaucoup de rattrapage. Et les Chinois aussi sont dans le rattrapage en réalité. Alors certes, on pourrait se dire, tiens, ils ont fait le type 76. Le type 76, donc c'est le Yulan, qui n'est pas encore mis au service actif, mais qui a été mis à flot, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est cette espèce de porte-drone, avec catapulte et système de brin d'arrêt, un espèce d'hybride entre bâtiment amphibie type 75, et puis donc un porte-avions catobar. On verra ce qu'ils en font. Mais cette innovation-là, en fait, elle ne m'a pas frappé. D'une part, parce que j'en vois pas encore vraiment le côté discriminant sur le plan opérationnel, et puis j'attends de voir ce que ça va donner. Maintenant, j'en reviens en termes d'innovation, ce sera mon deuxième exemple, donc à mes Américains et à leur capacité d'adaptation en mer Rouge, dont j'ai déjà un peu parlé et dont je parle dans mon article. C'est toute cette capacité en fait à utiliser un outil dans une configuration de mer fermée en durant très très longtemps, donc avec des phases de mer rouge qui ont été très très longues, des capacités à alterner entre des positionnements à la fois stratégiques et tactiques très très différents, des capacités dans la même journée à faire des opérations d'un certain type au Moyen-Orient, puis en même temps s'occuper des outils, puis en même temps de protéger les bateaux qui passent à côté, et tout ça en faisant évoluer la typologie de leur copain embarqué sur le plan capacitaire et sur la manière de l'employer. Donc ça, en soi, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est ce côté adaptabilité, moi, qui me frappe. Et puis adaptabilité, alors là pour le coup c'est plutôt une innovation française, et je le mets dans le troisième exemple, ça a été la capacité qu'on a eue à Clémenceau 25, donc cette mission du groupe aéronaval qui a eu lieu en 2025, a commencé à tirer du bénéfice de la donnée. On en parlait en début d'émission, mais ça c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que le rattrapage qu'on fait aujourd'hui sur le traitement de la donnée que jusqu'à présent on ne capitalisait pas, ou que on ne pouvait pas exploiter parce qu'elle était enfermée à double tour sous des verrous propriétaires, et ben en fait ça a un potentiel opérationnel de résolution de difficultés qui est assez énorme. Et là, le groupe aéronaval repartira probablement en opération en 2026. On va encore passer à une échelle différente. Alors, et ça, pour moi, ça c'est des innovations, alors entre guillemets de rattrapage, mais qui sont symptomatiques de la capacité d'adaptation de l'outil. Et vous pouvez l'adapter, et je terminerai par là, d'autant plus que vous êtes gros. Ça revient à un article que j'ai pu publier dans la RDN en début 25, où j'explique les avantages comparatifs de la taille. Dans les avantages comparatifs de la taille, vous avez notamment la capacité à évoluer. Or, quand vous faites un bateau en début de vie qui a déjà plus de marge, parce qu'en fait il est rempli comme un œuf de partout et que vous ne pouvez rien rajouter, vous créez de la rigidité. Quand vous faites un gros bateau comme le PNG, qui aura des marges foncières, des marges de servitude, de froid, des marges numériques et des marges de déplacement, c'est-à-dire il pourra encaisser 4000 tonnes de plus sur sa vie, vous créez les conditions de l'adaptation. Une dernière question, enfin une dernière interrogation, c'est une spécificité qui va être extrêmement française, ça va être le fait qu'on va en avoir qu'un. Si on regarde tous les autres, ils ont, les Chinois évidemment, les Américains évidemment, mais aussi les Britanniques, etc. Ils en ont tous plusieurs, alors ça a été arbitré il y a quelques mois maintenant, l'idée qu'il n'y aurait pas de deuxième PNG, même s'il y avait possibilité de faire des économies d'échelle, etc., ça demandait quand même un gros investissement supplémentaire. Mais ça fait que le PNG, comme le Charles de Gaulle à l'heure actuelle, va avoir des contraintes majeures en termes de disponibilité,
Est-ce que le Charles de Gaulle, on le voit à l'heure actuelle, il passe quand même beaucoup de temps au port pour être soit en grand canal, bref, il y a des étapes d'entretien très régulières, en plus même simplement de reposer l'équipage, etc. Comment est-ce que vous y pensez? Puisque ça a été, on s'y dirigeait depuis un certain temps, mais les options restaient quand même ouvertes. Voilà, comment vous y pensez dans cette spécificité qui va être forte et qui va être quelque chose où, pour le coup, vous pouvez pas regarder ailleurs, parce que tout le monde va avoir, tous les grands pires compétiteurs du point de vue de la puissance aéronavale, vont avoir, eux, quand même une marge et une disponibilité que la France ne va pas avoir, quoi. La question de la permanence, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est quelque chose qui est vraiment très structurant quand on parle de porte-avions. Alors, je vais commencer par refixer un peu ce qu'on appelle la permanence. Ça dépend du nombre de porte-avions. Donc, soit vous voulez une permanence dans une zone d'opération, ce que font les Américains, et donc là, ou ce qu'on fait avec nos SNLE, par exemple, là, on a au moins un SNLE en permanence en mer depuis 1972, vous faites pas ça avec 2, vous faites ça avec 4. Donc il faut 4, pour être toujours quelque part, loin de chez vous, dans le monde, à un endroit avec une capacité. Avec 3, vous faites un peu moins, c'est-à-dire qu'avec 3, vous aurez une capacité à être en permanence en mer, mais pas forcément là où vous voulez, parce que vous aurez des contraintes de cycle, de montée en puissance, de déploiement, et qui vont faire que 3, c'est un peu limite. 2, pour le coup, vous n'êtes pas en permanence en mer, par contre, vous avez une permanence qu'on appelle d'alerte. C'est-à-dire que vous êtes capable en permanence de dire à vos autorités stratégiques ou politiques, voilà, j'ai en lice un porte-avions et ce groupe aérien embarqué qui sont capables de partir. Donc soit ils sont déjà en mer, et tant mieux, soit ils sont en mesure de. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un porte-avions, on a une capacité qu'on appelle, entre guillemets, éclipse, c'est-à-dire que soit vous êtes disponible à quai, vous pouvez partir, soit vous êtes déjà en mer, et tant mieux, soit vous n'êtes pas disponible. Aujourd'hui, pour donner un chiffre qui était théorique et qui en fait est pratique et tient, en fait, est tout à fait conforme à la réalité, c'est le chiffre de 65%. Voilà. Donc sur la durée de sa vie, en fait, un porte-avions nucléaire, et c'est d'ailleurs à peu près pareil pour un porte-avions à propulsion fossile, vous êtes dispo 65% du temps. Et donc sur le dernier temps qui reste, effectivement, quand vous n'avez pas de capacité, ça crée un schéma qui n'est pas confortable. Ce schéma, ça n'a pas toujours été le schéma français. Quand vous remontez à l'Indochine, depuis l'Indochine, en fait, où la France s'est réappropriée le savoir-faire aéronaval, on a toujours eu plusieurs paires. Et notamment, on a eu pendant plusieurs décennies, dans les décennies 60 à 90, deux porte-avions, donc le Foch et le Clemenceau, superbes unités construites dans les années 50 et 60, qui ont créé une grammaire, un langage du porte-avions qui faisait que de toute façon on en avait toujours un qui était disponible, et donc tout était construit autour de ça. Ça commence à changer à partir du moment où on désarme le Foch, donc on désarme le Clemenceau en 97, il ne reste plus que le Foch, le Charles de Gaulle arrive derrière en 2001, et en fait il remplace le Foch. Et à partir de là, on n'en a plus qu'un. Première idée que je peux faire passer aux auditeurs, c'est que 1, c'est quand même mieux que 0. C'est-à-dire qu'avant de se dire que 2, c'est mieux que 1, je vais y revenir, 1, c'est mieux que 0. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le simple fait de posséder un porte-avions, dont on a vu au début de l'émission qu'elle nous mettait dans un club où, pour l'instant, il n'y a que 2 nations, ça vous crée un avantage lié aux outils de puissance. Donc les outils de puissance, ce sont le porte-avions, ce sont les SNLE et puis les sous-marins nucléaires d'attaque. Vous met dans un club qui fait que vous n'êtes pas comme les autres, et donc votre voix porte différemment que les autres. Et ça, il suffit en fait de le posséder. C'est pas lié, alors c'est lié à la mise en œuvre, mais c'est d'abord lié à la possession. Ensuite, vous avez 2 grandes typologies d'engagement. Vous avez les guerres choisies, les guerres subies. Alors c'est vrai que quand vous avez des guerres subies, et peut-être que notre monde, le monde qui est devant nous, on aura de plus en plus de guerres subies, là en fait c'est pas vous qui fixez le tempo, c'est l'ennemi qui le fixe, et vous avez besoin de pouvoir mobiliser une capacité en permanence. Maintenant dans les guerres choisies, telles qu'on les a connues pendant pas mal de décennies, vous pouvez mobiliser votre puissance aéronavale au tempo où vous l'estimez nécessaire, et là le fait de la posséder en fait vous donne tous les avantages tactiques dont j'ai parlé avant. Donc tout ça pour dire que en fait 1 c'est mieux que 0, et que dans l'équation de puissance
pour reprendre un terme un peu général, la présence d'un porte-avions de supériorité, en fait, vous crée un positionnement qui n'est pas celui des autres. Maintenant, pour en revenir aux affaires de permanence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de retour à la permanence. D'ailleurs, dans la loi de programmation militaire, dans le rapport annexé, il est bien marqué que les armées devront rendre donc au Parlement en 2028 un rapport sur les perspectives de retour à la permanence. Alors, ce rapport, il sera rédigé en son temps, chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, on va faire donc un successeur du Charles de Gaulle qui va le relever en 2038. Mais donc la permanence, elle n'a jamais été perdue comme objectif. Le format de la composante porte-avions, il n'a jamais été figé. Maintenant, oui, clairement, ça demande une mobilisation à la fois budgétaire, une mobilisation industrielle, et puis également un réajustement du format du groupe aérien embarqué qui va avec. Et tout ça, c'est des études sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, mais qu'on mène, et sur lesquelles on a des idées assez claires. Autre point qu'on peut soulever aussi, même s'il n'est pas du tout de la même nature, ça il faut l'avoir en tête, mais je le mentionne quand même, c'est le raisonnement aussi à l'échelle européenne. Alors, évidemment que quand on parle porte-avions, on parle souveraineté, c'est une capacité avant tout nationale, qui peut être mobilisée par le chef des armées pour un signalement politique, donc ça ne se partage pas facilement. Maintenant, en Europe, quand vous regardez la séquence qui s'est passée en Indo-Pacifique, qu'est-ce que vous avez eu dans les dernières années ? Vous avez eu les Italiens qui ont déployé donc, le Cavour pendant plusieurs mois. Ensuite, ça a été le Charles de Gaulle qui a pris le relais en début d'année 25. Et puis, ensuite, c'est les Britanniques, donc avec la mission IMAST, donc, où le porte-avions britannique vient de rentrer d'Indo-Pacifique et a accosté d'ailleurs il y a quelques jours en Grande-Bretagne. Et donc vous avez eu un enchaînement en fait de porte-aéronefs ou de porte-avions européens en Indo-Pac, donc c'est quand même pas la porte à côté, dans une séquence assez cohérente. Donc ça ne veut pas dire que c'est de la permanence nationale, mais ça vous montre bien que potentiellement, à l'échelle européenne, avec des nations qui ont les moyens et qui peuvent se synchroniser à peu près politiquement, vous arrivez non pas à compenser, mais à créer une forme de continuité. Et qui j'en conviens, n'est pas du niveau de la permanence. Voilà. Donc voilà un peu en quels termes se pose la question aujourd'hui. Et enfin, toute dernière question pour conclure, on en est où, là, de ce PANG, très concrètement, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé à souder des tôles ou pas encore ? Et question corollaire, c'est quoi la prochaine étape dont vous êtes impatient ? C'est quoi la prochaine étape ? Parce que vous n'allez pas rester à ce poste-là éternellement, mais donc vous planifiez les choses, vous les structurez, vous allez les échelonner dans le temps. Mais c'est quoi le prochain moment où vous dites, là, il y a vraiment un truc très intéressant qui va se passer, qu'il faut évidemment bien gérer, etc. Mais pour vous, c'est quoi la prochaine étape vraiment substantiellement intéressante et dimensionnante pour l'échelle de ce chantier ? Où est-ce qu'on en est ? On a achevé une longue période d'avant-projet. Comme quand vous faites une maison, vous commencez par des esquisses, et puis ensuite l'architecte vous fait un avant-projet, et puis après vous signez, vous commandez la maison, on construit la maison. Un porte-avions, c'est à peu près la même chose, sauf que ça dure longtemps. On a commencé, je l'ai dit un peu en début d'émission, les esquisses intellectuelles, c'était 2018-2019. Le président de la République décide de la propulsion nucléaire, donc fin 2020, et ensuite on est rentré à partir de 21, donc, et on est jusqu'en 25, dans une phase d'avant-projet. Avant-projet dit sommaire, puis ensuite détaillé. L'avant-projet sommaire, c'est ce que j'expliquais, vous bouclez. Donc vous prenez les grandes dimensions et vous essayez de faire en sorte que les gros rentrent dans la valise et que tout ça colle. Ça, c'était au début. Et puis ensuite, l'avant-projet détaillé, vous allez dans le détail, comme son nom l'indique. Et là, vous allez à la fois dans le détail des bilans énergétiques, donc comment tout se tient. Vous allez dans le détail de l'architecture du bateau. Donc vous seriez surpris, j'ai pas amené les plans avec moi, mais on a des plans très très détaillés du bateau. J'en suis parfois décidé dans quel sens la porte va s'ouvrir, à certains endroits, sachant qu'on a plus de 3000 locaux à bord et qu'on est sur 88 mètres carrés d'espace habitable. Et donc cette imbrication, tout ça, on est venu la penser. On est venu la penser en prenant en compte toutes les contraintes qui s'imposent à nous, notamment sur un bâtiment nucléaire, doublement nucléaire d'ailleurs, nucléaire parce qu'il aura des chaufferets nucléaires, également nucléaire parce qu'il sera capable d'emporter aussi l'arme nucléaire. Et donc tout ça, ça demande une synchronisation assez pharaonique
qu'on a fait pendant plusieurs années. Porter l'arme nucléaire, parce que je rappelle qu'il y a une composante aéronavale aussi à la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que les rafales marines emportent aussi potentiellement des missiles nucléaires, donc ça fait partie de du triptyque de dissuasion français. Exactement. Et donc ça continuera. Et les avions de porte-avions. Voilà. Et les avions de porte-avions sont mis en œuvre au sein de ce qu'on appelle la Force aéronavale nucléaire, la FANU, qui d'ailleurs, vous l'avez vu dans la presse, a fait un tir d'entraînement il y a peu de temps. Et donc qui est mis en œuvre depuis le porte-avions Charles de Gaulle aujourd'hui, et demain qui sera mis en œuvre depuis le PNG. Donc tout ça on a bouclé, et aujourd'hui on a deux choses. On a à la fois des choses qui sont très précises, l'architecture navale, ça j'en ai parlé, l'architecture également numérique du bateau, au sens les artères, parce que là c'est ce qu'on appelle la pré-coordination, hein. Toutes les artères du bateau, on sait exactement où elles passent, et là vous avez un savoir-faire de Naval Group d'une part, et de chantier de l'Atlantique d'autre part, et puis de technique atome aussi pour les chaufferies, qui est assez phénoménal, et pour quelqu'un, un officier comme moi, qui n'était pas familier de la construction navale dans le détail, jusqu'à ce que je prenne ce poste-là, je suis émerveillé de voir les compétences qu'on a dans ce domaine-là en France. Donc tout ça se termine, et on sait exactement ce qu'on veut, entre guillemets, sur la planche à dessin. Maintenant, la phase qui commence, c'est une phase de réalisation. Cette phase-là, c'est une phase qui est à la fois très longue et très courte. Elle est très longue parce que, vous allez me dire, 2038, c'est très très loin. C'est vrai que c'est loin. 2038, ça veut dire que le porte-avions de nouvelle génération va flotter à peu près en 2034-2035, pour faire des essais ensuite dans les années 36-37, des essais qu'il va faire à Toulon, après avoir quitté Saint-Nazaire, donc où il verra le jour en début d'année 35. La coque, elle sortira de terre assez tard. En réalité, vous pourriez penser... ah tiens, c'est bon, on va commander le bateau, et puis du coup, on fait la coque. Non, pas du tout. La coque sortira de terre plus tôt, dans début des années 30. Voilà. En quelques années. Le passant passera à Saint-Nazaire, ne verra rien, et puis tout d'un coup, 2 ans plus tard, il verra un porte-avions qui flotte. Donc ça, ce sera assez impressionnant. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire entre maintenant et 2030 ? 2 choses principalement. Déjà, on va continuer ce qu'on appelle le chemin critique de la construction, qui sont les chaufferies nucléaires. Vous avez fait d'ailleurs une émission récemment sur port du casque obligatoire, où vous êtes allé à Indret pour voir ce qui se passe chez Naval Group dans ce domaine-là. Et en réalité, depuis l'année dernière, depuis 2024, les chaufferies sont ce qu'on appelle anticipées en réalisation. C'est-à-dire qu'à la fois tout le travail de forge qu'on a fait chez des grands industriels français, au Berre et Duval, Industil, maintenant tout le travail d'usinage qu'on fait à Indret a déjà commencé. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est le plus long à faire. Si les auditeurs voyaient le temps et le travail d'orfèvre qu'il fallait pour produire des pièces de chaufferie, en fait, ils comprendraient qu'on commence très tôt. Donc ça commence très tôt. Pareil, la commande des catapultes, des brins d'arrêt aussi, ça doit intervenir assez tôt, parce que vous avez des délais d'appro et de confection qui sont assez longues. Par contre, il y a tout un domaine dans lequel on prend notre temps, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire qu'on attend que le temps passe, mais ça veut dire que on n'a pas besoin de construire tout de suite. Par contre, il faut rentrer dans le détail. Et c'est tout ce qu'on appelle le développement de certains systèmes, à commencer par le système de direction de combat, et le système de combat en général, pour lequel on a une ambition qui est très très forte pour le PNG. Alors j'en ai assez peu parlé dans l'émission, j'en ai un petit peu parlé au début quand on a parlé de centrer sur la donnée, de data centré, mais le Combat Management System, donc le CMS du bateau, sera d'une génération très différente, et centré sur la donnée pour le coup, avec des gains opérationnels majeurs, et donc tout ça en fait on a besoin de le développer. Donc là ce travail-là on va le continuer. Donc je fais des chaufferies, en parallèle je développe une autre partie du bateau, et à la fin ça va se rejoindre aux alentours de 2029-2030, où là on va dire ça y est, le bateau c'est exactement celui-là, et c'est parti, on construit du coup la coque et on commande tous les systèmes qui vont aller à l'intérieur. Voilà. Et donc l'auditeur peut retenir que ça va flotter en 2035, et c'est 36-37, admission service actif 38. Et du coup, je termine avec la transition sur le Charles de Gaulle, parce que c'est vraiment ça qui est important de comprendre. L'objectif des armées françaises, c'est d'avoir une continuité. C'est-à-dire que le jour où on va dire que le Charles de Gaulle s'arrête, c'est le jour où on va dire que le PNG reprend le flambeau. Sauf que pour que le PNG puisse reprendre le flambeau, ça veut dire que ses essais ont été faits, que son équipage est complet, que son ravitaillement est complet, que son équipage et l'état-major du groupe aéronaval et le groupe aéronaval qui va autour est entraîné. Et donc en fait, tout ça demande beaucoup de temps. Ce qui fait que si un auditeur pouvait penser par exemple qu'on arrête le Charles de Gaulle et puis ensuite, entre guillemets,
on réfléchit, on s'entraîne et on fait le PNG, ça ne peut pas marcher comme ça. Les nations qui ont une rupture de continuité, c'est-à-dire qu'ils ont eu trop de temps entre le moment où ils arrêtaient l'ancienne génération et la nouvelle génération, ça a été très compliqué. Et on reprend les Britanniques. Voilà, les Britanniques, ils arrêtent leur dernier classe invincible, donc l'Arc Royal, en 2011. Ils l'arrêtent en 2011, mais ils avaient déjà commencé à dégrafer depuis déjà un certain temps. À la fin, ils ne volaient quasiment plus que de jour, ils ne volaient plus de nuit. Construisent les classes Queen Elizabeth en parallèle, qui arrivent début des années 2020, et donc première capacité 2021, encore assez partielle. Et là, on est en 2025, ça y est, ils ont une certaine forme d'autonomie. Bon, il s'est passé plus de 10 ans entre les deux. Et donc, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que si vous avez un gap entre les deux, les compétences vont s'éroder tellement rapidement que le temps de les rattraper, ce sera pas en fait linéaire. Ce sera pas juste le temps que vous les avez perdus, ça va être beaucoup plus fort. Donc, on a un enjeu de synchronisation qui est très fort, justement, pour qu'on puisse passer le flambeau de manière fluide. Et comme, on l'a dit avant, on n'a qu'un seul porte-avions, on ne peut pas se permettre en fait de régler tout ça. Là où les Américains, avec le Ford, qui a eu les déboires qu'on sait, le Ford c'était une émission de service actif au début en 2015, finalement c'était 2021, donc 6 ans de retard, et encore en 2021 tout n'était pas au point, sauf qu'ils en ont 11. Donc forcément, ils ont une capacité à encaisser ce genre de choses que nous on n'a pas du tout. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, je le dirais même différemment, on est condamné au succès, et c'est vraiment ce qui drive mon action au quotidien. Et donc, la prochaine étape qui vous excite, en quelque sorte ? Ce sera de voir la coque sortir des bassins de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire a un savoir-faire en termes de construction de paquebots qui est assez phénoménal. C'est vraiment un bijou français, et je dirais même plus européen. Vous construisez donc en panneaux, puis ensuite en blocs. Vous mettez tous les blocs le long du bassin, et puis ensuite avec un gros portique qui peut porter 1500 tonnes, vous allez emboîter les blocs, et puis en fait ça fait un paquebot. On va faire ça pour un porte-avions. Donc moi je pense que l'étape qui entre guillemets m'excitera le plus, ce sera ce moment où les blocs, tel un Lego géant, vont s'emboîter, et là on va voir 78 000 tonnes de potentielle puissance militaire qui sortent des chantiers français. Voilà. Ça je pense que ce sera un jour de grande fierté. Merci beaucoup, commandant. C'était donc le collimateur. Évidemment, on suivra ça. On aura le temps d'en reparler à ce micro ailleurs, puisque c'est en tout cas, c'est certainement le projet dimensionnant pour la marine des 2 décennies qui viennent. C'était donc le collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Comme toujours, remarques, commentaires, tout ça, et bienvenue par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, notre commentaire Apple Podcast, Spotify, YouTube, abonnez-vous et notez, commentez, c'est toujours extrêmement utile. Merci à toutes et tous. Et à la prochaine fois.